C'est quand même étonnant de voir un objet qui brutalement plonge dans l'eau, qui ressort de l'eau quelques instants après, qu'on est face à un objet inconnu. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a déjà eu de la vie extraterrestre qui est venue nous regarder ? Ah mais totalement. J'étais seul dans l'avion. Et je vois vraiment une espèce de bille noire dans le ciel. C'est en fait clairement ce qu'on appelle un ovni. Et Oppenheimer les aurait vus aussi ? Oui. Et Einstein aussi ? Oui. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Émission sur le thème des ovnis. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, on n'avait jamais abordé ce sujet-là dans l'émission. On aura plusieurs intervenants qui vont se succéder. Vous allez voir des gens sérieux pour essayer de comprendre est-ce qu'il a vraiment existé en France, à l'étranger, à l'international, des phénomènes vraiment non identifiés. On va avoir Jean-Jacques Velasco pour commencer, qui a géré pendant plusieurs années un groupe qui s'appelle le GEPAN au sein du CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Vous allez voir, on va parler de plein d'histoires en France et aussi à l'étranger, comme notamment de Roswell, où apparemment les Américains auraient trouvé vraiment plusieurs pilotes d'origine extraterrestre, qu'ils auraient d'ailleurs encore sur des bases aujourd'hui. Donc il va nous raconter ce qu'il a pu voir, lui, en étant le patron de ce service-là pendant des années. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Abonnez-vous, avant de commencer l'émission, à notre chaîne YouTube, si vous voulez bien. Vraiment, plus vous êtes nombreux, plus ça nous aide à avoir des invités exceptionnels, à grandir aussi. Donc abonnez-vous, ça prend 2 secondes. Vous pouvez liker l'émission pour l'algorithme et puis mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et si vous nous écoutez, je vous embrasse en podcast audio aussi, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Amazon Podcast, pratique à écouter sur la route ou ailleurs. Et c'est parti avec une émission spéciale OVNI sur les gens de la première. On y va. Jean-Jacques Velasco. J'ai passé 27 ans de ma vie à étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés au sein du GEPAN. Et je vais vous convier donc à cette aventure qui m'a pris beaucoup de ma vie et pour lesquelles maintenant je continue des recherches et vous en aurez la primeur. Merci beaucoup Jean-Jacques, je reprends le clap, merci. On se tutoie d'ailleurs, on se vous voit. Oui, on se tutoie. Moi, il n'y a pas de problème. Bon, désolé pour ma voix, aujourd'hui j'ai la voix un peu cassée, donc je vais parler un peu doucement, c'est un peu une voix mystérieuse sur un sujet un peu mystérieux, mais le principal c'est ton sujet, on va t'écouter toi. Tu as travaillé au sein du GEPAN, tu disais, c'est un groupe du CNES, ça faisait partie du CNES, donc le Centre National d'Études Spatiales, donc c'était quelque chose qui était très officiel quelque part, même si c'était moins connu, le GEPAN, on n'en a pas trop entendu parler dans les médias. C'était des études qui étaient faites un petit peu en off ou c'était officiel ? Non, enfin, il faut remonter quand même dans les années 70 pour voir pourquoi il y a eu la création de cet organisme en France. À une époque, on parlait beaucoup de la question des ovnis, notamment par le journaliste Jean-Claude Bourret, qui, sur France Inter, le soir, évoquait des histoires mystérieuses, merveilleuses pour certains, pour d'autres un peu farfelues. Et puis, il s'avère qu'officiellement, l'Institut des hautes études de la défense nationale, l'IHEDN, avait entrepris une étude sur le sujet et voulait en fait qu'il y ait un organisme qui s'occupe. Parce que eux, ils récoltaient les procès-verbaux de gendarmerie, les rapports des pilotes, et ils ne savaient pas quoi en faire. Et puis... Je précise, il y a environ 700 déclarations par an juste en France. 700 signalements d'OVNI, oui, bien sûr. C'est un sujet très large. Il y a une grosse partie qui doit être hallucination, peut-être test de l'armée, on en parlera tout à l'heure, etc. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de dossiers à traiter quand même. Oui, alors ces dossiers étaient récupérés en général par l'armée de l'air qui les mettait au fond d'un tiroir et puis ça restait là. Et il s'avère que le ministre de l'époque, dans les années, juste avant les années 80, monsieur Robert Gallet, lors d'une interview avec donc Jean-Claude Bourret, a expliqué qu'il serait intéressant d'étudier ce sujet scientifiquement. Et donc, au sein du Centre d'études spatiales, il y avait un astronome et un ingénieur qui s'appelle Claude Poher et qui était un passionné de ces questions. Et il avait la double étiquette, en fait, scientifique et en même temps passionné de ce sujet. Parce que toi, quand on tape ton nom sur Internet, il y a marqué scientifique, chercheur, ufologue aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ufologue ? Alors, ufologue, ça vient d'une déclinaison du mot UFO, qui veut dire objet volant non identifié. En anglais ? Oui, en anglais. Non, moi, spécialiste des ovnis, quoi. Oui, mais c'est un mot qui ne me convient pas. Tu n'es pas un farfelu, je précise. Ça peut être un sujet, parfois, qui peut être dans les mains de gens un peu plus farfelus. On va en parler. Toi, tu es scientifique, tu as bossé plus de 27 ans, je crois, au CNES, au Centre National d'Études Spatiales. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire quelque chose de sérieux sur les ovnis. On part, en fait, d'observations qui sont faites dans le ciel, ou proches même du sol, par des gens qui voient des événements, qui voient des phénomènes.
Donc, au départ, ce sont des phénomènes, mais qui ne sont pas forcément adaptés à, disons, une rationalité qui permet de dire avec certitude qu'on est en face de quelque chose qu'on a parfaitement compris, parfaitement saisi. Alors, on a tous les domaines qui s'offrent à nous. On a depuis, effectivement, les phénomènes météorologiques, les phénomènes atmosphériques, les phénomènes qui sont liés à des confusions avec des satellites, avec des tas de choses. Et donc, il a fallu faire une déclinaison. Et cette déclinaison, elle avait déjà été faite dans le passé par un astronome qui s'appelait Alain Hynek, qui a été le conseiller de l'US Air Force dès les années 1947 aux États-Unis. Et l'année 1947, elle évoque pour beaucoup de gens beaucoup de choses. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'événements qui se sont produits. On en dénommait par exemple presque 800 au mois de mai-juin 1947. Et puis il y a une célèbre observation qui est celle d'un pilote qui s'appelait Kenneth Arnold, qui a donc décrit les objets, entre guillemets, qu'il observait comme étant une forme de soucoupe qui rebondissait sur l'eau. Et en réalité, c'était sur l'image. Donc il y avait c'est pour ça qu'on a appelé ça d'ailleurs soucoupe volante à partir de là. Exactement. Le terme soucoupe volante, comme quelque chose qui ricoche. Exactement. Et donc à partir de ce moment-là, alors nous, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Eh ben, on a mis une méthodologie scientifique, c'est-à-dire on collecte des informations, on constitue une base de données, on expertise les cas. C'est-à-dire qu'on est capable ou non de... On les trie, c'est ça, c'est un tri, c'est une expertise. Et puis certains cas méritent d'être examinés de manière plus approfondie. Et là, on fait des enquêtes sur le terrain qui vont nous permettre éventuellement de confronter le témoignage et de dire oui, ben voilà, cette personne, elle a vu des choses qui paraissent tout à fait plausibles en termes de constats et qui sont indépendants de l'endroit où elle se situe et qu'elle rapporte la même chose. Ben, ça devient d'autant plus intéressant qu'on peut faire des recoupements. Le GEPAN, qu'est-ce que ça veut dire, G-E-P-A-N? Et alors, qui a changé de nom d'ailleurs, après ils ont rajouté un I après le E. Oui, alors GEPAN, ça veut dire groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc ça, c'était l'État en fait. C'est l'État, absolument. C'est un service qui oui, c'est un service qui dépend... professionnel. Oui, absolument. Avec les infos de l'armée, secret défense, oui, c'est pour ça qu'on a utilisé que des données, je dirais, officielles. On n'a jamais utilisé les journaux, tout ce qui était des rapports qui étaient effectués, même par des amateurs. On va en parler, on va refaire le parcours, on va essayer d'avoir différents intervenants. Juste en 2 mots, est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui t'ont choqué durant ces 27 années au sein de l'État sur les études des objets non identifiés, où tu t'es dit vraiment là c'est bizarre? Ah mais totalement. Le problème c'est que j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir non seulement donc examiner les rapports, et il y en a d'innombrables, j'en ai examiné des centaines de rapports, mais je suis allé sur le terrain pour vérifier des éléments qui ont été apportés par un objet qui est Tu as vu des objets? Ah non, moi, personnellement, j'ai jamais fait d'observation. Non, est-ce que toi, tu as vu, est-ce qu'il y a eu des débris? J'en sais rien, je dis n'importe quoi. On sait qu'aux États-Unis, on en reparlera, il y a eu des histoires avec peut-être des hommes extraterrestres, peut-être avec des morceaux de fer qui seraient tombés d'un... Est-ce que toi, tu as vu des objets? Alors, non, j'ai pas vu en tant que tel des objets. J'ai vu des traces qui ont été laissées, en fait, par des objets qui ont été aperçus à quelques mètres par des gens. Et lorsque l'objet a disparu, en fait, la confrontation entre le témoignage et puis les traces qui ont été laissées à la fois sur le sol, une empreinte, ou voire même des effets générés sur les végétaux, d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard sur l'affaire de Valençol, m'ont permis de dire que j'étais dans l'incapacité de qualifier cet objet comme étant un objet appartenant à ceux qu'on est en capacité de fabriquer. L'affaire de Valençol, on en parlera tout à l'heure, il y a un film qui sort à ce sujet, je vous en parlerai tout à l'heure, on aura le réalisateur et puis la petite nièce qui a produit le film, qui est la petite nièce justement de cet agriculteur qui aurait aperçu une soucoupe avec des gens qui seraient venus pas loin, des extraterrestres probablement, en tout cas dans son explication, dans un champ de lavande qui a mis 10 ans à repousser après le départ de Alors je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, parce que je suis peut-être une des dernières personnes qui a pu rencontrer Maurice Mas, le témoin. Le monsieur en question. Le monsieur en question. Et j'avais même été alerté par la gendarmerie nationale d'un cas qui s'était déroulé à Valençol, et les gens croient que c'était la même chose qui s'était reproduit. Donc ça, je pourrais l'évoquer. J'ai une question avant de commencer. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parce que le but de l'émission, c'est qu'on essaie de faire participer tout le monde et d'intéresser chaque personne, chacun d'entre vous, même si le sujet, vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas. Maintenant, on est en capacité de filmer avec nos téléphones portables.
On a tous un téléphone 4K dans notre poche, c'est fou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéos vraiment en très bonne qualité de ces ovnis, de ces bonhommes qui descendent aujourd'hui, maintenant qu'on est en capacité de le faire? Est-ce que toi, tu as une explication de ça? Oui, il y a une explication qui est très simple. Durant toute la période où on était en capacité de faire des photographies, donc sur une gélatine. Une pellicule? Ouais, sur une pellicule. On avait la capacité de pouvoir analyser presque grain par grain ce qui était pris par l'appareil photo. Ce qui permettait d'ailleurs de pouvoir estimer parfois la distance et d'arriver à lever des doutes sur l'authenticité des clichés. Il s'est avéré que quand le numérique est arrivé, on a passé sur une autre dimension. Et les personnes qui, en fait, étaient en charge de pouvoir analyser ces clichés se sont trouvées confrontées à un problème qui était celui du fake news, quoi. Et donc, on était dans l'incapacité, en fait, d'avoir des documents qui nous permettaient de confronter à la fois fiable sur le plan non seulement vidéo, mais aussi du témoignage. Parce que ce qui est très important dans la recherche qu'on a effectuée, c'est de pouvoir confronter le témoignage avec des éléments physiques. Mais pourquoi pas une seule vidéo parmi beaucoup peut-être de fake? Pourquoi il n'y en a pas une qui est arrivée où quelqu'un les aurait vus et aurait filmé? Ah, mais il y en a sans doute. Mais après, tout le travail va consister à essayer de confronter justement le témoignage ou les témoignages avec la vidéo. Et s'il y a des ce que j'appelle entre guillemets des lézards, ils vont apparaître très rapidement. On a, dans les chiffres officiels de l'IFOP, en 2023 en tout cas à l'époque, je suis tombé sur ce chiffre, c'est 28% des Français qui croient aux ovnis, avec peut-être des extraterrestres à l'intérieur, une vie, on va dire, extraterrestre, une autre planète. Ouais, c'est là où on mélange un peu les problèmes. La question des ovnis n'est pas forcément liée à la question de la vie extraterrestre et de la vie extraterrestre intelligente. Le problème, c'est qu'il y a des manifestations qui se produisent dans notre atmosphère, dont on ne sait pas aujourd'hui, alors que la matérialité des faits a été établie, alors qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la nature et quelle est l'origine de ces phénomènes. C'est quoi un ovni ? Précisément pour un scientifique précisément comme toi. pour moi, enfin, et pour les gens qui ont travaillé dessus, c'est quelque chose qui demeure, après une expertise et une analyse poussée, qui demeure de nature inexpliquée en termes de correspondance à des artefacts que nous sommes capables de produire. Des objets donc des objets matériels. Parce que là je parle d'objets matériels, je ne parle pas de simplement, 10 personnes qui ont vu un phénomène. Bah oui, mais si le phénomène par ailleurs n'a pas apporté un certain nombre d'éléments qui permettent de l'enregistrer, c'est pour ça que c'est très intéressant. Les derniers éléments qui ont été produits aux États-Unis avec le Nimitz, etc. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est que des pilotes de chasse qui étaient en patrouille. Donc ce cas est tout à fait intéressant parce que les pilotes, ils étaient dans leur avion. Et puis, ils ont aperçu des objets de petite dimension, qui étaient assez loin quand même, qui avaient des drôles de trajectoires. Et à un moment donné, il y a un objet qui a pénétré dans l'eau et qui est ressorti en disparaissant à une vitesse phénoménale. L'intérêt de ce cas, c'est que non seulement on a l'enregistrement qui a été effectué par la radio, entre le pilote et le contrôle aérien, mais en plus, il a enregistré les images en infrarouge. Ce qui fait qu'on a simultanément la présence d'un objet, alors totalement... Que l'on voit. Les images sont disponibles. On dirait un petit tic-tac. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé le cas tic-tac. Mais vous voyez les images, je vous les affiche à l'image maintenant, là, comme ça vous pouvez les voir. On voit un petit truc blanc devant, et en fait le pilote suit ce petit truc blanc. Et en fait, ce qui est étonnant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il part à droite et d'un coup à gauche. Oui, en fait, ça va très très vite. C'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse sur le plan physique, c'est quand même étonnant de voir un objet qui est dans l'air et qui brutalement plonge dans l'eau. Il n'y a pas de plage. Et qui ressort de l'eau quelques instants après, sans aucun problème au niveau de sa structure. Est-ce que c'est pas tout simplement, je fais exprès, un drone et un autre test de l'armée, d'un autre groupe de l'armée non officiel, qui testait un drone extrêmement rapide? Non, vu sa dimension, vu sa vitesse, c'est totalement impossible à réaliser aujourd'hui. Mais donc, toi, tu penses que c'est quoi, toi qui es scientifique, qui a bossé 27 ans pour l'État dans ces services-là, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi ton opinion? Mon opinion, c'est qu'on est face à un objet inconnu. On ne voit pas comment ça peut fonctionner. Le problème, c'est que ces objets, la plupart du temps,
ils n'ont pas le même comportement. Alors, c'est très simple. Il y a des éléments qui sont formels à ce sujet. Dans le monde entier, on a récolté à peu près 2000 cas aéronautiques pour lesquels on est confronté à des phénomènes aériens qui, en fait, ont des trajectoires, des vitesses, des accélérations absolument étonnantes. Sur ces 2000 cas, il y en a 170 qui sont enregistrés avec des données radar ou des données de type avion de chasse. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Enfin, j'ai fait faire une étude à ce sujet. On s'est aperçu que, d'abord, ces événements, ils avaient des caractéristiques tout à fait étonnantes en termes de vitesse. Ça pouvait aller de 0, stationnaire, jusqu'à des vitesses de 20 000, 30 000 km/h. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Il y aura tout à l'heure un pilote qui a justement aperçu un ovni qui sera avec nous sur le plateau. On a en plus des accélérations qui partent de 0 à 10G, 20G, qui sont absolument colossales. Des cas où tu as des objets qui tournent autour de l'avion. C'est étrange. Des cas. Et alors, quand on regarde les éléments statistiques, on s'aperçoit que l'aspect comportemental est très intéressant. Pourquoi ? Parce que sur ces 170 cas, à l'échelle mondiale, cas officiels, recensés, les avions civils ne font pas l'objet d'une interaction avec l'objet. C'est-à-dire que l'objet est neutre. Il se montre et il disparaît. En revanche, quand on est face à des avions militaires, on arrive jusqu'à 2% des cas dans lesquels il y a des affrontements, des combats aériens avec ces objets. On a même eu un cas en France, donc je vais en parler, puisque l'occasion m'en est donnée. C'est un des cas qui m'a le plus interpellé parce que en 1980, dans les années 90, je vais à la porte de Versailles, au ministère de l'Air. On faisait une conférence. Là, il y avait tous les pilotes militaires, etc. Je raconte mes petites histoires. Et puis à la fin, il y a je demande s'il y a dans l'assistance, il y a des pilotes qui veulent raconter leurs histoires. Et il y en a un qui arrive. Et il dit, voilà, je m'appelle Monsieur Géraud. En 1977, j'étais à la base de Contrexéville. Je revenais de mission. Et puis ça faisait quelques minutes que derrière mon avion, il y avait une boule lumineuse qui me poursuivait. Or, un chasseur, il n'aime pas être chassé. Donc il demande à la tour de contrôle si on le voit sur le radar. Il n'y avait pas d'image radar, parce que l'objet était très petit. Ensuite, il demande au contrôle militaire de faire l'interception. Et à ce moment-là, il dit « OK ». Et donc là, il met plein pot donc les statoréacteurs, là. Et puis, en fait, il est pratiquement à 9G, 10G, c'est-à-dire qu'il a pratiquement le voile noir. Le voile noir, c'est quand on prend beaucoup de G, on a carrément le visuel. En fait, nos yeux commencent à voir tout gris au départ, plus de couleurs, voilà. Et on peut perdre connaissance. Il y a sa grande surprise. Tire beaucoup sur le manche, par exemple. Voilà. Il y a sa grande surprise. Qu'est-ce qu'il s'aperçoit ? C'est que l'objet vient sur son travers et traverse sa trajectoire, lui coupe la route. Là, il est complètement surpris. Bon, il reprend ses esprits, il reprend sa route en direction de Contrexéville. Et puis là, 2 minutes après, le même problème se reproduit. Plein pot de nouveau avec la post-combustion. Et la post-combustion, c'est quand on accélère à fond sur l'avion de chasse et où il y a les flammes à l'arrière. J'explique pour que tout le monde comprenne ce que tu dis. Tout à fait ça. Et par conséquent, le même phénomène se reproduit. Il arrive donc à la base, il raconte son histoire et un PV est enregistré. Et ce PV, on l'a reçu au GEPAN quelques semaines de l'armée après. De l'air. Oui, c'est par l'intermédiaire de l'armée de l'air. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a ce procès verbal. Et donc, je reviens à ma fameuse conférence. Et qu'est-ce que je vois arriver là ? Il se présente devant tous ses collègues, qui étaient tous complètement surpris. Je m'appelle Géraud, j'ai été confronté à ce type d'événement. Et j'avoue que j'ai été très surpris parce que, en règle générale, les pilotes, et on le verra un peu plus loin, les pilotes n'ont pas tendance à raconter ce qu'ils ont vécu. Surtout dans des cas comme celui-là. À cause de quoi, d'ailleurs ? On est pris pour des fous ? C'est le terme qu'on emploie généralement, mais disons qu'ils perdraient leur crédibilité. Et donc, on les obligerait peut-être à repasser des examens médicaux pour savoir s'ils sont en capacité de voler. Est-ce qu'il y a des zones en France où il y en a plus des ovnis ? Non, pas forcément. Mais je pense que... Il y a plus de déclarations. Non, t'as pas des... Non. À l'époque, il y avait Raël. Ah, mais alors ça, je peux en parler aussi pendant des heures. C'était une secte, Raël, qui disait qu'il avait vu des extraterrestres. Et je pense que certains sociologues, plutôt que de s'occuper du GEPAN, devraient plutôt s'occuper des problèmes de la secte de Raëliens. Parce que Raël, pendant des années, quand j'effectuais, je sais pas, des conférences ou des choses comme ça, il était présent dans la salle. Il m'a jamais perturbé. En revanche, certains scientistes, certains rationalistes, pour ne pas les citer,
ils étaient prêts même à déclarer dans Sciences et Vie, par exemple, qu'ils ne voyaient pas l'utilité d'avoir un GEPAN en France. Alors, c'est pas forcément une preuve d'une autre vie dans la galaxie, un ovni. Oui, absolument. Alors, c'est là où il faut distinguer les choses. C'est que souvent, il y a une espèce de mélange des choses. Bon, on sait aujourd'hui, parce qu'il y a une évolution d'un certain nombre de technologies, notamment spatiales, qui ont permis de faire évoluer la connaissance de l'astrophysique. Et on a, grosso modo, des connaissances qui nous permettent de dire que la vie en tant que vie biologique, elle est très probablement existante entre les 200 et 250 milliards de soleils qui existent dans notre galaxie. Donc rien que par les lois des statistiques, on arriverait effectivement à retrouver d'autres. D'ailleurs, aujourd'hui, on est pratiquement, avec les satellites, à détecter de l'ordre de 5 à 6 000, avec les télescopes aussi au sol, 5 à 6 000 exoplanètes. C'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'un soleil. Non, pas forcément. Des planètes qui sont peut-être plus grosses, plus petites, mais on réussit avec les moyens techniques actuels à les... Ça ne veut pas dire par là qu'elles sont habitées. Pour être habitées, il faut qu'elles correspondent à ce que nous connaissons de la vie sur notre Terre. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a déjà eu de la vie extraterrestre qui est venue nous regarder ? Quelle est ton opinion, pour parler clairement ? Mon opinion, c'est que compte tenu des chiffres énormes, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu d'autres systèmes solaires qui aient généré de la vie et que cette vie a évolué. Peut-être d'une façon différente. Plus rapidement, moins rapidement. Ouais. Mais en tous les cas, compte tenu du problème du temps, parce que là, on compte pas simplement en secondes et en minutes, hein, on compte en années de lumière. C'est-à-dire que c'est considérable en termes de distance et de temps. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire avec une certitude, ça n'existe pas au niveau de la vie et d'une vie intelligente. Aujourd'hui, il y a des satellites partout autour de la Terre. On les verrait s'ils arrivaient de l'extérieur, non ? Peut-être qu'ils ont été pris, mais ces formes, ces structures, peut-être qu'ils ont été enregistrées. Mais il faut savoir... Ce sont des caméras avant d'être autre chose. Des satellites, ce sont des appareils photos. Oui, il y a énormément de satellites. Mais le problème, c'est d'avoir la bonne adéquation. Quand tu prends une image, il faut savoir ce que tu veux. La seule chose qui a été prise en photo, c'est une photo qui a été prise au Costa Rica par un avion qui faisait de la cartographie, et sur sa plaque est apparu un disque métallique. Et cette photo, on n'a jamais pu ni l'évacuer, ni dire qu'en fait, on a pu distinguer un quelconque appareil. C'est la seule photo, à mon avis, qu'on peut considérer comme étant un cliché authentique. Seule photo au monde. Est-ce que parfois, tu as vu des ovnis ou des déclarations d'ovnis, je veux dire des sujets sur des ovnis, qui étaient en fait des armées étrangères qui faisaient du repérage? Ah mais si, je vais le dire franchement, parce que je m'attendais à être interrogé sur la vague belge. La vague belge, ça s'est passé pendant une année, entre 90 et 91, où des dizaines de milliers de personnes ont observé la nuit, souvent, des formes triangulaires qui survolaient le pays. Donc, il y a eu plusieurs centaines de témoignages qui ont été recueillis. Et puis, il y a eu aussi un vol qui a été fait par le fameux colonel de Brouwer, qui avait eu dans son... un peu comme les pilotes du Nimitz, là, qui avait eu dans son imagerie radar la présence d'un objet qui avait été saisi. Alors donc, la vague belge, elle m'a interpellé. Et je dois dire que là, tout le monde s'est enflammé. La Belgique, on voit des objets volants non identifiés partout, etc. Et puis, il s'est avéré qu'en fait, brutalement, tout s'est arrêté. Et alors, vous me direz, mais la France et la Belgique, ils sont voisins. J'attendais avec impatience, avec gourmandise, qu'il y ait des triangles qui arrivent en France. Bingo, c'est arrivé. Une fois. Il y avait un monsieur, le soir, il prenait son petit chien, il allait lui faire sa petite promenade quotidienne, et puis il entend un espèce de bruit de machine à coudre. Au-dessus de lui, il lève la tête, et il voit un triangle avec ces fameuses lumières qui lui passent au-dessus de la tête. Il y a des photos de ça, hein, avec 3 points lumineux. Oui, Petit Rochin en particulier, oui, bien sûr.
Et puis ensuite, il continue, il était surpris, mais le truc passe au-dessus. Bon. Et puis, 10 minutes après, dans l'autre sens, le même phénomène. Il va à la gendarmerie quand même le lendemain. Et il raconte son histoire. Enfin, j'ai mon cas. Enfin, j'ai mon cas. Là, tu pars sur les lieux ? Oh non, là, je suis pas parti sur les lieux. Non, je suis pas parti sur les lieux. Ça m'arrive de partir sur les lieux, mais dans des cas plus... Plus sérieux ? Plus intéressants. Et par conséquent, donc, je reçois ce cas. Et puis, je me suis aperçu d'une chose. C'est qu'en fait, nos amis belges ont été très sympas parce qu'ils m'ont invité à la réunion de débriefing où ils avaient fait tout le débriefing sur toute l'enquête. Et donc, tous ces objets-là venaient de... Parce que c'était des objets, quand même. Il y a la photo, il y avait des tas d'éléments qui permettaient de dire que c'était quand même des factuels. On entendait des bruits, il y avait vraiment des lumières, enfin, tout était réuni pour dire que c'était des objets. C'est bizarre quand même, parce que quand j'examine le cas français, je m'aperçois que ça ressemble bigrement à du pilotage par GPS. Déjà, à l'époque, il y avait GPS. Donc, ça ressemble à du pilotage par GPS. Mais je regarde aussi la carte. Et la carte, elle me montrait que la frontière entre la France et la Belgique, elle fait ça. Et donc, le truc, il allait tout droit. Il traversait, et puis il partait vers la région de Liège, de Penn, etc. Quand on regarde un peu les choses de près, on s'aperçoit que ça tombe 1 an et demi avant la guerre d'Irak. Et que de l'autre côté de la frontière, il y avait des bases américaines. Donc j'ai le pressentiment. On a voulu tester quelque chose. Ah, et tester du matériel ? Mais oui. Parce que, en fait, c'était des espèces de drones. Mais pas des drones comme il y a aujourd'hui. Des drones qui étaient certainement des dirigeables, qui étaient équipés de systèmes de... Voilà. C'est ma déduction. Mais depuis, la SOBEPS n'existe plus. C'est quoi la SOBEPS ? C'était le club ufologique qui s'en occupait. Ils étaient très enthousiastes. Mais je pense que les pauvres, ils ont été... Déçus ? Non, ils n'ont pas été déçus, ils ont été éliminés, quoi. Parce qu'après, il s'est plus rien passé et ils ont été discrédités. Éliminés, c'est-à-dire ? Éliminés, c'est-à-dire que la SOBEPS n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de gens en Belgique qui font le travail, parce qu'il y avait des gens très sérieux à la SOBEPS. Est-ce que c'est pas parce qu'ils trouvaient rien d'intéressant, au bout d'un moment, ça c'est un peu... Peut-être aussi. C'est peut-être aussi ce qui se passe. Les gens ont vieilli, on veut autre Oui, chose. absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut une structure professionnelle. Une structure professionnelle, elle a le temps. Le GEPAN fêtera ses 50 années d'existence, donc dans 2 ans. Quelle est l'affaire qui t'a le plus marqué de ta carrière ? Tu disais que tu avais des affaires très intéressantes sur lesquelles tu es allé physiquement. C'est quoi l'affaire qui t'a le plus marqué, toi qui es chercheur, justement en ovni, en objet aérospatial ? Il y en a plusieurs. Si tu peux m'en citer une maintenant, on en reparlera après. Une. Vraiment où tu t'es dit, là, j'y vais. Vacances en Provence. Par exemple, le film de Spielberg, Rencontre rapprochée de troisième type, en fait, c'est l'aboutissement d'une classification. Au départ, on est sur les phénomènes connus, les phénomènes qui sont probablement connus. Après, les phénomènes, on ne sait pas les identifier. Et enfin, la catégorie D, celle pour lesquelles on a tous les éléments, mais on est face à des phénomènes inconnus. Et puis ensuite, quand on va plus loin, on s'aperçoit qu'il y a différentes catégories. Il y a les phénomènes rapprochés, ce qu'on appelle les rencontres rapprochées. Alors là, c'est étonnant. J'ai lu des dizaines de rapports là-dessus. Vous avez par exemple, et j'ai même fait des enquêtes, vous avez par exemple quelqu'un qui est dans sa voiture à la campagne, et puis la nuit, généralement, et puis j'ai eu des cas aussi diurnes, et puis d'un seul coup, il aperçoit devant lui une forme géométrique, ça peut être un parallélépipède, ça peut être une boule, et puis à ce moment-là, il a les phares de sa voiture qui s'éteignent, son moteur, et même la radio. L'objet s'éloigne, et à ce moment-là, tout redevient normal. Donc ce genre de phénomène... Tu as vu des gens qui ont vécu ça ? Ah oui, j'ai même eu un cas... Mais qui n'étaient pas des farfelus ? Ah non, pas du tout. Non, je suis même présenté avec ce garçon, je me souviens très bien. Ses parents étaient affolés parce qu'il était marqué. Et c'est pour ça que les gens qui font des observations rapprochées sont souvent traumatisés par leurs observations. Et on voit là un certain caractère d'étrangeté qui est très perturbant. C'est jamais méchant envers l'homme, en vrai. Non.
Je pense que c'est méchant plutôt vers la mécanique de l'homme, mais pas vers... J'expliquerai après pourquoi. Parce que toi, tu crois en Dieu. Et quelle est ton opinion sur l'après? Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose? Est-ce que tu penses qu'il y a plusieurs mondes là où on est? Bon, moi, je ne suis pas croyant. Donc, et certains scientifiques le sont ou pratiquent une forme de religiosité avec la science. Pour moi, la science n'apporte pas, en termes dogmatiques, toutes les réponses. Donc, la science, elle est là pour examiner les faits et pour essayer d'apporter à un instant donné des réponses sur l'environnement. Et est-ce que tu as déjà vu des gens qui t'ont dit qu'ils avaient vu des extraterrestres? Oui, bien sûr. De très proches. Alors, c'est pas des extraterrestres. Hein. Ils voient des entités, ils voient des créatures. Pas humaines. Qui ont une anthropomorphie qui est semblable à la nôtre. Seulement, il y a quand même des détails anatomiques qui diffèrent fortement. Et on le verra, notamment au travers de l'affaire de Valençol, et puis d'autres affaires aussi sur lesquelles j'ai enquêté d'ailleurs. Hein. Il y a Cussac en particulier, en France, qui est une affaire assez exceptionnelle. On va en parler après de Cussac. Juste dernière chose avant de parler de Valençol, justement, l'affaire qui est en rapport avec le film dont on va parler. En 1947, tu parlais de Kenneth Arnold avant, qui parlait de 9 objets volants à grande vitesse devant ses yeux. Lui, c'était un pilote qui était pilote américain, voilà. Il décrit des mouvements, lui, de flying saucer. Donc c'est des soucoupes ricochant sur l'eau, c'est ce qu'il explique. Pourquoi, en 1947, est-ce que tu penses que la date a un sens en rapport avec des événements historiques, avec la guerre, l'après-guerre du moins? Oui. D'après toi, et ça, je l'ai démontré de façon... j'ai voulu vérifier, en fait, une hypothèse, enfin une thèse même qui avait été fournie par les Américains. En particulier parce que dès 1947, ils mettent en place des structures au sein de l'armée de l'air américaine pour recueillir tous ces événements. Et ils font travailler l'Institut Battelle, qui travaillait comme sous-traitant en fait de l'armée de l'air américaine et qui va pendant des années jusqu'en 1953 emmagasiner pratiquement 3000 cas. Et là, ils ont fait un travail statistique tout à fait intéressant. Alors, c'est avec eux à qui on doit le terme PAN, parce qu'ils ont été les premiers, dès 1947, à utiliser le terme phénomène. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils arrivent à des proportions de phénomènes non identifiés de l'ordre de 20% dans certains cas. Et ils font l'association avec certaines particularités géographiques, en particulier au-dessus des bases stratégiques, là où on développe la bombe atomique, là où on développe justement les systèmes qui permettent de développer la bombe atomique. Autour de l'atomique. Autour de l'atomique. De ce qui pourrait détruire l'humain. Voilà. Et donc, j'ai voulu vérifier cette thèse en utilisant justement les cas aéronautiques. Et on s'aperçoit d'une chose qui est très nette, c'est que la première bombe atomique a été lancée en 1945, en août 1945, Hiroshima et Nagasaki, les deux bombes. Et ensuite, il y a eu 543 tests dans l'atmosphère qui ont été faits par les États-Unis, par toutes les puissances, mais essentiellement tous ceux qui ont eu la bombe nucléaire, et la Russie, jusqu'en 1995, d'accord ? Et ensuite, il y a eu 1824 explosions souterraines. 1824 explosions souterraines. Entre 1961 et 1963, il y avait une explosion nucléaire dans l'atmosphère tous les 3 jours. Quand tu superposes les deux courbes, celle des explosions nucléaires et celle des vagues d'ovnis avec les courbes atomiques, eh bien, tu t'aperçois qu'il y a un décalage de 2 ans et qu'on a une relation. Et que les cas les plus intéressants en termes de présence de ces objets, on les trouve au-dessus des bases nucléaire, et en particulier là où on lançait les missiles. Comme s'ils venaient voir, c'est ça? Tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est un signal qu'on a émis, et que s'il y a une civilisation plus développée que nous, elle observe la Terre. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on veut observer des étoiles à neutrons, les étoiles à neutrons, c'est des soleils qui, au bout d'un certain temps, explosent. On mesure actuellement avec des satellites les radiations émises par ces étoiles à neutrons à des dizaines, des centaines d'années-lumière, c'est-à-dire à des distances colossales. Imaginons une civilisation qui soit à quelques années-lumière de nous, 10, 15, 20, j'en sais rien, ou qui soit dans la ceinture d'astéroïdes et qui nous regarde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont voir apparaître les explosions nucléaires, une planète
elle ne génère pas le spectre électromagnétique total, y compris les radiations depuis les UV jusqu'au rayonnement les plus lourds. Donc, par conséquent, ça fait un Dirac en physique, c'est-à-dire ça fait un pic. Et ce pic, s'il est capté par des gens qui nous observent, eh ben, ils ont envie de venir voir qu'est-ce qui se passe. Avant de parler de Valençol, justement, qui s'est passé en 1965 en France, le cas Roswell. Aux États-Unis, ils ont soi-disant retrouvé, alors il y a des rumeurs sur le fait qu'ils aient les pilotes de la soucoupe volante qui auraient été récupérés sur des bases américaines, qui auraient permis d'avancer la technologie américaine sur la zone 51. J'ai regardé un peu tout ce qui se disait sur les ovnis. Quelle est ton opinion, toi qui es scientifique et qui a bossé pour l'État? Alors, tout d'abord, c'est vrai que l'affaire de Roswell, elle est troublante. Elle est en fait le summum de ce qu'on peut se douter qui arriverait sur ces histoires. Pourquoi ? Parce qu'elle raconte effectivement une histoire qui est liée aux ovnis, mais qui va beaucoup plus loin, puisque soi-disant on aurait récupéré à la fois du matériel et puis en même temps des êtres qui seraient dans ces objets. On a pris connaissance de ces cas au GEPAN en 1978. Un de nos collègues est allé aux États-Unis et a rencontré un ancien officier de l'armée de l'air américaine qui avait la confiance d'un certain nombre de pilotes et de gens comme ça, et qui lui racontait qu'il avait un certain nombre de cas où on avait récupéré des débris de ces objets. On n'avait pas encore d'éléments suffisamment importants. Et puis c'est avéré que en 1970, justement, un enquêteur, Stanton Friedman, un enquêteur privé, a rencontré par hasard un officier qui lui a dit « moi j'étais à Roswell et j'ai eu entre les mains des matériaux qui n'étaient pas d'origine terrestre. » Et à partir de ce moment-là, on est en 78, à partir de ce moment-là, l'affaire a démarré. Et elle continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Roswell, c'est quoi ? Mais objectivement, on commence à percevoir, à partir des années 90, un grand nombre d'éléments qui vont nous permettre de commencer à reconstituer un peu le pulse. Donc, Jess Marcel, cet officier, est le premier qui va parler de cette affaire. Et puis, progressivement, les enquêteurs vont partir à la chasse des gens qui auraient pu éventuellement être concernés par ça. Et ils vont retrouver, à Roswell même, des gens, par exemple, comme Walter Haut, qui était un ancien officier, qui était l'officier de communication de la base, qui va lui aussi expliquer un certain nombre de choses. Il va faire, lui, deux témoignages. Un témoignage, alors là-bas, le témoignage aux États-Unis, c'est sous affidavit, c'est-à-dire que les gens jurent sur la Bible. Les gens sur la Bible, ils jurent que, etc. Bon, ça peut se retourner contre soi si jamais, bref. Donc, il va faire deux témoignages. Dans le premier, il va dire, oui, j'étais officier de la base, on a reçu effectivement des débris, on ne savait pas trop ce que c'était, etc. Mais 2-3 ans avant sa mort, et j'ai eu l'occasion de pouvoir l'entendre presque de sa bouche, puisque à l'occasion d'un tournage d'un film pour France 2, on est allé le voir, et donc il a dit qu'il allait compléter son témoignage. Effectivement, il a complété son témoignage, puisqu'il a annoncé en fait qu'il avait assisté, en étant allé sur place, à la récupération d'un petit objet et des corps qui étaient là. Bon. Donc ça c'est un des témoins. Mais des témoins, on en a depuis cette époque, en témoin direct et en témoin indirect, plusieurs centaines. Est-ce que des gens ont pu voir ces corps de pilotes extraterrestres hors ils ne sont armée. pas extraterrestres. Moi, je précise toujours que là, on est face à des faits. Et même si j'ai investigué sur cette affaire depuis maintenant près de 40 ans, je n'utilise pas le terme extraterrestre. Non, mais ils ne sont pas humains. Alors, Ils sont tout petits, non ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle avec Valençol. Pourquoi ? Parce que la description qui est faite, alors sur Roswell, il fallait comprendre comment ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a deux temporalités sur Roswell. La première, c'est la période durant laquelle il s'est passé des événements sur la base de Roswell. Et ensuite, pendant 30 ans, c'est le silence. Et à partir de 78 jusqu'à aujourd'hui, il y a sans cesse des rebondissements. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ?
sur Roswell. Donc, quand tu reprends tous les témoignages, c'est ce que j'ai fait. Je les ai tous décortiqués les uns après les autres. Eh bien, il y en a qui sont passés au travers. Et en particulier, un témoignage qui apparaît dans le journal qui annonce la récupération d'une soucoupe. Un couple de plombiers qui se trouvait le soir dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947, qui observe depuis sa terrasse le passage dans le ciel d'un objet qui va traverser le ciel et ils vont en voir en fait pratiquement pendant 50 secondes le passage d'un énorme objet. Et donc, ils vont le lendemain rapporter ça à la presse, qui va le marquer dans le journal. Et deux jours, dans le même journal, c'est là où on apprend qu'un fermier qui habite à peu près à 80 km de là a récupéré dans son champ des débris d'un objet qu'on qualifie de soucoupe. Puisque là on emploie le 8 juillet le terme de soucoupe. À partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Donc, on va envoyer ce fameux Jess Marcel au ranch, et là, il va récupérer des morceaux qu'il va montrer à son fils, et le lendemain, toute une opération va être montée pour pouvoir donc aller récupérer l'objet. Mais parallèlement à ça, il s'est avéré qu'on a récupéré, pas très loin de Roswell, au nord de Roswell, un petit objet qui a été découvert par une équipe d'archéologues avec des étudiants. Et là, ils ont été confrontés à quelque chose de tout à fait étonnant, un objet qui avait de l'ordre de la dimension d'une grosse Volkswagen, et tout autour, il y avait 3 cadavres, dont un survivant. Ils vont expédier un étudiant pour aller essayer de prévenir les... Parce qu'ils croyaient que c'était en fait un avion qui s'était crashé. C'était quand ça ? Ça, c'était le même jour que le crash. Le crash a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 juillet 1947. Et monsieur et madame Wilmot, là, le couple de plombiers, ils observent dans la nuit du 2 au 3 juillet à 21h30 le passage de cet objet. L'enquête que j'ai effectuée me permet aujourd'hui de dire que le témoignage de Wilmot est fondamental. Quand tu calcules la vitesse de l'objet, puisqu'ils l'ont vu sur un segment de 100 km à peu près d'où ils étaient, ils l'ont vu pendant 50 secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour penser que 50 secondes de 100 km, ça fait du 2 km par seconde. Qu'est-ce que c'est 2 km par seconde ? C'est 7200 km/h. Donc au minimum, l'objet allait à 7200 km/h. Ce même objet, on va le retrouver. Il va faire un rebond au bout de 40 km, de 50 km, oui. Et ensuite, il va exploser. Il va exploser. Mais il va exploser pas de n'importe quelle façon. Il va exploser en traçant un sillon qui fait entre 200 et 400 mètres de longueur, 70 cm de large. Sur le sol ? Oui, et 1 mètre de profondeur. Et au moment de l'explosion, il va provoquer une empreinte qui fait à peu près 80 à 100 mètres de diamètre, à tel point c'est que le fermier va dire qu'il a vu une poêle à frire. Il avait le manche et il avait la forme d'une poêle. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il y a eu la dispersion des débris. Et les débris se sont dispersés sur plusieurs kilomètres. On a retrouvé des morceaux d'une certaine taille à environ 2-3 kilomètres. Mais personne ne les a récupérés, ça ? On a nettoyé les lieux pendant pratiquement 15 jours. Des soldats venaient par camion entier avec des sacs. Ça, c'est officiel. C'est le fruit de tous les témoignages. C'est le fruit des soldats qui ont témoigné, qui ont attesté qu'ils étaient là en train de... Les Américains n'ont pas officialisé ça ? Mais ils ne veulent pas l'officialiser. Pourquoi ? Il y a un secret absolu là-dessus. Il y a un secret absolu. Et le secret absolu, il est tous les jours. Alors, pour en revenir maintenant au corps, ils ont été récupérés de 2 façons différentes. Les premiers, c'est ceux qui ont été récupérés par le groupe de... Alors là, faut voir un petit peu. Hein, les pompiers civils sont arrivés en premier, ils ont été chassés, les militaires sont arrivés. On a dit à tout le monde, si vous parlez, c'est pas difficile, hein, vous pourrez pas passer vos études. Oui, mais il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites au niveau des pressions exercées par... il y a même eu des violences qui ont été exercées contre le shérif de Roswell. On est sur une affaire
Et à mon avis, c'est la bascule. Parce que l'affaire de Roswell, elle conditionne toute la suite au niveau des ovnis. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait comme travail ? J'ai essayé de rassembler toutes ces pièces de puzzle. Et justement, ce témoignage de Wilmot, c'est lui qui me permet de tout rassembler. C'est combien de temps que tu t'intéresses à tous ces sujets ? 40 ans ? Oui, à peu près. Oui. Et c'est pour ça que je veux, au travers de ce livre, apporter, en fait, les pièces du puzzle que certains n'ont pas pu assembler. Et ils seraient passés où, les pilotes petite taille ? Ils seraient passés où ? Oh, bon, on connaît Ils ont été expertisés très rapidement à l'hôpital de Roswell par un certain Dr. Johnson, qui en a décrit d'ailleurs parfaitement les caractéristiques, mais tu vas pas être surpris non plus. Mais ils étaient morts pour 2 et vivants pour 1. C'est ça. Mais il est mort très rapidement. En fait, ils ont été transportés dans le fameux hangar H84 là, qui a servi donc à stocker, parce que quand tu récupères des débris d'un objet qui fait 80 à 100 mètres de diamètre, ça veut dire que derrière, il faut une sacrée logistique. Hein. Donc là, tu crois à ça ? Mais je crois pas. Moi, je l'ai fait. Durant toute ma vie, toute ma carrière, je suis pas un homme de croyance. Je suis un homme de connaissance. Et chaque fois que j'ai abordé ces sujets, je me suis servi de la compétence des gens qui pouvaient m'apporter leurs compétences. Quand j'ai reconstitué la trajectoire, je suis allé voir les gens du bureau enquête accident de Toulouse. Les avions, là, quand ils se crashent, c'est exactement la même chose. Je suis allé les voir et je leur ai dit, voilà, moi j'ai un objet qui fait telle dimension, il va à telle vitesse, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça. Et en fait, j'ai réussi à démontrer qu'il y avait la concordance totale entre l'observation de l'objet, sa dimension, et le résultat des traces. Est-ce qu'on te traite de complotiste ? J'espère. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas que moi qui suis complotiste. Pourquoi j'espère ? J'espère parce qu'il y a Einstein qui est complotiste. Il y a von Neumann qui est complotiste. Il y a von Braun qui est complotiste. C'est qui von Braun ? Von Braun, c'est en fait un des 50 savants qui a mis au point les V2 en Allemagne. Et dans une opération secrète... Les V2, c'était les grandes fusées. Voilà. Dans une opération secrète qui s'appelle Paperclip, on les a transférés en douce donc dans le désert du Mexique, à quelques kilomètres de Roswell. Ah oui. Eh oui, White Sands, c'est juste à quelques kilomètres. Et donc, attends, tu vas voir, t'es pas au bout de tes surprises. Parce que là j'en parle, parce que maintenant, ça y est, le livre va sortir, je peux effectivement donner tous les éléments d'information qui vont paraître pour certains complètement Toi, tu fais partie des spécialistes français des ovnis, c'est-à-dire que tu es une référence. Il y a Jean-Claude Bourré, je crois, qui est... Oui, mais c'est un journaliste. C'est un journaliste. Moi, je ne parle que des éléments que j'ai pu vérifier. Factuels, quoi. Factuels, c'est ça. J'analyse des faits. Et les faits, ils font que, comme ils étaient à côté, ces braves gens, là, ces braves scientifiques, comme ils étaient à côté, on a organisé des visites. Comme il y avait tout était rassemblé sur la base de Roswell, ils avaient tout récupéré. Donc, ils ont demandé à Oppenheimer, Einstein. Oppenheimer, c'est celui qui a fait la bombe atomique. Oui, mais il était à côté. Ouais. Il était à côté. Donc, ils lui ont demandé de venir. Et Oppenheimer a été témoin des choses. Il en a parlé ? Il en a parlé. Celui qui en a le mieux parlé, von Braun. Dans mon livre, je cite son témoignage. Et donc, il a vu les cadavres. Et il les décrit. Ah non, mais c'est exceptionnel, cette affaire de Roswell. Et Oppenheimer les aurait vus aussi ? Oui. Et Einstein aussi ? Oui. Einstein, il a écrit une lettre, sa stagiaire d'ailleurs, qui... Bon, je pense que c'est plutôt... Elle a rapporté ce qu'avait dit Einstein. Mais tout ça, je l'explique, c'est étonnant. Donc, ça fait partie des éléments... Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces corps ? Ils ne sont pas allés à la base 51, contrairement à ce que... C'est une légende, la base 51. C'est là où on développe tous les B2. C'est une base aérienne, quoi. Une base aérienne secrète. De l'armée, voilà. Absolument. Plus très secrète, du coup, tout le monde... Oui, mais ils sont ailleurs. Alors, on sait leur parcours. Ils sont partis par avion, pour certains. Ils sont partis par route, pour d'autres. Parce que quand on a des choses comme ça, ça se détruise, faut séparer. Ouais. Donc, il y a eu des vols spéciaux qui ont été organisés, dans lesquels on a
On a un équipage qui a dit les gars, on a fait la découverte du siècle. Et on lui a dit aux soldats, si jamais t'en parles, hein, tu sais ce qui t'attend. Donc, ils sont partis sur Washington. Là, ils ont été expertisés à l'hôpital Reed, hôpital militaire, où il y a le docteur le Foster qui les a examinés. Donc, c'est pas si secret que ça, si t'as les... Mais tout ça, c'est des gens qui ont parlé. Le problème, c'est que c'est tellement disparate au niveau des témoignages que plus personne n'arrive à... Moi, j'ai attendu effectivement, bien m'en a pris, parce que j'ai appris même encore la semaine dernière quelque chose que j'ai rajouté au livre. Eh ben, j'ai appris que, par exemple, le général Twining, qui était en fait le commandant de toute la technologie de l'armée de l'air américaine, avait reçu l'ordre écrit, signé par le président Truman, de se rendre à Roswell. Et j'ai appris aussi que le général Eisenhower lui avait donné également cet ordre. Et donc, pardon, qu'est-ce qu'il a trouvé? Tu disais, ils ont envoyé à l'hôpital militaire les cadavres des trois pilotes. Ils ont envoyé... Bon, alors... on va évoquer un peu cette question des personnages, ces petits êtres, comme je les appelle. En fait, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont de petite taille, ils sont anthropomorphes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas comme nous. Et une tête. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont en général revêtus d'une combinaison. En général, couleur grisâtre, etc. Et d'ailleurs, je retrouve dans les 7 cas que je cite dans le livre, dont Valençol. Et Valençol, il y a des personnages. Et donc, par conséquent, ces personnages ont fait l'objet d'une autopsie. Et là, les docteurs qui s'en sont occupés ont décrit parfaitement sur le plan anatomique ces petits êtres. Ils ont déduit qu'ils n'étaient pas comme nous. Du point de vue physiologique, ils n'avaient pas du tout les mêmes capacités au niveau respiratoire, ils n'avaient pas les mêmes organes. Enfin bref, on a des descriptions assez précises des choses. Et ils seraient partis où, les corps, après? Alors après, ils sont partis à la base de Wright Field, qui se trouve à côté de Chicago. On a des témoignages d'officiers qui disent qu'ils les ont vus. On a aussi le témoignage d'une infirmière, je crois, qui les a vus quand ils étaient transférés entre plusieurs labos. Mais c'est des trucs secrets. Une base américaine, parce que j'y suis allé de nombreuses fois dans les bases américaines. J'avais des amis qui étaient officiers dans l'armée de l'air. Ça peut servir. C'est très vaste. Et donc les parties secrètes, elles sont très très éloignées, on ne peut pas y avoir accès. Voilà. Et donc, on ne sait pas où sont les corps aujourd'hui? Non, ils sont conservés, c'est clair. Mais on sait que, par exemple, ceux qui ont été conservés par la route, ils ont été mentionnés par le colonel Corso, qui lui, donc c'est un peu l'homme qui a introduit la notion de rétro-ingénierie sur le plan des débris de Roswell, puisqu'il était en charge de suivre avec les industriels cette affaire. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on a une période qui bascule en termes de communication. Par exemple, on pense que les lasers sont peut-être issus de Roswell, les lunettes infrarouges. Enfin, il y a pas mal d'éléments technologiques. Pourquoi Donald Trump, le président des États-Unis au jour du tournage, pourquoi il n'a pas déclassifié ce genre de documents? Il adore faire parler des éléments de communication comme ça, en déclassifiant justement des dossiers sur JFK. Pourquoi il l'a pas fait sur Roswell, si c'était vrai? Il n'est pas le premier. Il ne faut pas oublier que tous les présidents américains qui se sont succédés après les trois premiers que j'ai indiqués, donc ils ont tenté de le faire. Seulement, je pense qu'il y a c'est pas une omerta, j'appellerais pas ça une omerta. Je pense qu'il y a eu des accords secrets entre l'US Air Force, la CIA et le Pentagone. Et pour des raisons qui tiennent au fait que c'est un problème de sécurité nationale. Et l'utilisation comme moyen pour empêcher que ça sorte, c'est la désinformation. Moi, durant toute ma carrière, j'ai subi des pressions. Des pressions sur comment? C'est-à-dire Des pressions exercées par des gens qui ne voulaient pas que le GEPAN existe. Il a fallu que je défende mon honneur. J'ai eu 2 procès
par des gens qui se sont attaqués lâchement à mon travail. Et donc, j'ai été obligé de demander à ma direction de me défendre. Elle l'a fait. Je reconnais que c'est une bonne chose. Mais ça m'a affaibli considérablement. Pour quelle raison ils ne voulaient pas que tu crées le GEPAN, mais parce le qu'ils groupe, sont, justement, mais pour d'études? qu'on continue, mais idéologiquement. Idéologiquement, ce sont des gens qui sont des fanatiques de l'anti-OVNI. Ils appartiennent à des groupes de pression qu'on appelle les rationalistes. Des gens comme la zététique, comme des psychosociologues qui, soi-disant, pensent que les ovnis, ça se passe uniquement dans la tête des gens et que c'est des légendes urbaines. On va parler de Valençol 65, Oui. la fameuse rencontre. On parlait juste avant de Maurice Mas. Maurice Mas, c'est un cultivateur qui cultive de la lavande notamment, avec des grands champs de lavande dans le sud de la France. Et à un moment donné, il va voir arriver une soucoupe avec à l'intérieur des petits êtres qui sont, tu vas les décrire mieux que moi tout à l'heure, avec sa petite nièce aussi qui a créé un film. Ils ont créé un film qui s'appelle Valençol 65, Valençol 1965. Et donc c'est un film qui a été, on aura le réalisateur tout à l'heure, et donc la petite nièce qui a connu Maurice Mas, tu l'as rencontré aussi, qui n'était pas un uluberlu qui voulait faire parler de lui, mais qui allait voir la gendarmerie en disant voilà, j'ai vu ça, ils se sont posés devant moi, et effectivement le lendemain il y avait un trou dans la lavande, elle n'a pas repoussé à cet endroit pendant 10 ans. On va faire rentrer, si tu veux bien, Virginie Lacombe, qui est la petite nièce, et on va en discuter tous ensemble de Valençol 1965. Ça y est, on vient de faire rentrer Virginie, bienvenue à toi. Je suis désolé Merci pour de la me voix, recevoir. t'as vu que j'avais une voix un peu abîmée aujourd'hui. On embrasse ton fils déjà qui nous connaît, tu m'as dit en rentrant, Voilà. Robin. Tu es la productrice du film Valençol 1965. Justement, on en parlait, tu connaissais très bien le cas, Jean-Jacques, puisque tu as travaillé sur le cas de Maurice, la personne qui a vu donc je ne sais pas si on peut appeler ça des extraterrestres, une soucoupe, voilà. Et toi, tu es la petite nièce de Maurice. Voilà. Euh, Donc c'est une histoire qui me tient à cœur, on va et donc dire. tu as produit le film. Alors, je suis quand même... Dominique a commencé tout seul à produire le film. Le réalisateur. Voilà, exactement. Dominique a été tout seul sur ce projet au début, et puis il est allé voir ma tante à Valençol, comme quoi il avait écrit un scénario, il allait faire son premier film sur cette histoire. Et après, bien sûr, ma tante m'a appelée, et voilà, ça a beaucoup perturbé la famille au début. Je ne suis pas du tout allée sur le film. Tu fais quoi dans la vie au départ? Tu es vraiment productrice? Je suis vraiment productrice, je produis des films, mais j'aurais jamais pensé à faire ce film-là. De la fiction. Sur le grand Tu ongle. fais de la fiction? Oui, que du long métrage. Tu as fait quoi avant? J'ai eu 2 films qui étaient à Cannes, par exemple Port Authority, Mobilhome aussi, de Vladimir de Fontenay, et Port Authority de Daniel Lesovitz, qui était un à la quinzaine et un certain regard. Voilà, je suis plus dans ce genre de film d'habitude. Et donc là, tu as un monsieur, le réalisateur de ce film-là, qui t'appelle et qui dit je voudrais faire une histoire sur Voilà, le qui est allé voir d'abord ma tante, et après ma tante m'a dit voilà, donnez mon numéro, et voilà, il est venu me voir. Et je ne suis pas allée sur le film. Tu voulais pas? Non, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que ça me dérangeait, cette histoire sur la famille, mais on ne voulait pas l'empêcher de faire son film. Donc, ça te dérangeait parce que tu n'y croyais pas? Ça te dérangeait parce que tu n'avais pas envie de remettre le... Non, je n'avais pas... Je veux dire, c'est tous ces films difficiles quand on commence sans chaîne de télé et sans rentrer dans une... Sans budget. Voilà, en rentrant dans un process de film un peu à l'arrache. Je veux dire, c'est compliqué. Avec une économie mes premiers films, bancale. des fois, on fait des choses comme ça, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est pas... non. Et puis la famille, vraiment, ça nous perturbait. Et je l'ai rencontré à Cannes, et il m'a dit, je tourne au mois de juillet. Je lui ai dit, tu es fou. Et puis il l'a fait. Il a fait c'est sans à ce toi, moment-là, au départ. Voilà, au début, il a tourné 10 jours tout seul. Et après, il m'a montré des images que j'ai montrées à ma famille. Et puis on se parlait quand même pendant le tournage. On avait des échanges un peu, presque comme dirait Dominique, un peu de travail ensemble. Et un soir, il m'a appelé pour me dire si je voulais venir coproduire avec lui. Et j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec ma tante, donc la fille de Maurice. Et on s'est dit OK, voilà. Et moi, je me suis dit OK, allons-y. Et après, j'ai amené des amis, Steve, René, Darrell, Liol, et puis Ning Ning aussi, voilà, qui ont coproduit avec moi. Et après, on a monté quand même une structure après pour faire la deuxième partie du tournage, pour que ce soit plus facile, plus facile, on va dire, en production, mais pas en financement. Ça n'a pas changé, voilà. Ce qui t'a fait changer d'avis, c'est le coup de fil du réal?
Qui te dit jamais C'est les images qu'on voyait. Parce que c'était joli. Voilà, exactement, parce que quand on a vu les images, on a enfin voilà, j'ai senti tout de suite, on a senti quelque chose. Il y avait un vrai réal derrière, et il y avait un vrai regard. Les images étaient magnifiques, et puis il se passait quelque chose à la caméra, voilà. Là, on parle de Valensole 1965. Juste après, on aura aussi un pilote qui a vu un ovni pour réagir au sujet, Jean-Jacques, dont on parle tout au long de l'émission. Est-ce que Maurice, ton oncle, t'a raconté à toi, quand tu étais petite, l'histoire ? Il nous l'a raconté avec moi et ma cousine, puisqu'on passait toutes nos vacances donc chez Maurice et Jeannette. Il nous l'a raconté une fois. Il nous avait dit asseyez-vous à table, je vous le raconte une fois, je vous le dirai. C'était pas un frimeur. Plus jamais. C'était pas un mec qui voulait qu'on s'intéresse à lui. Ah non, pas du tout. Alors là, vraiment, c'était au moins on parlait de lui, au mieux il se portait. Enfin, je veux dire, il rasait les murs. C'est important, la psychologie, le type de personnage. Si tu vois que c'est le fanfaron du village, comme par hasard, ça lui arrive à lui. Voilà. Non, bien sûr, non, pas du tout. C'est pas du tout. Maurice, c'était quelqu'un de très humble. Est-ce que Jean-Jacques, tu peux raconter en détail la version officielle et tu nous diras après, si tu veux bien, si c'est vrai. Si tu as eu d'autres, Virginie, si tu as eu d'autres petites infos de ton oncle. Le cas de Valensole reste, pour les gens qui ont travaillé au GEPAN, certainement le cas de rencontre rapprochée de troisième type, le plus abouti. Et personnellement, je regrette que le GEPAN n'existait pas à cette époque, car sans doute nous aurions eu le premier cas mondial. Le groupe d'études du CNES. Bien sûr, nous aurions eu le national d'études spatiales. Alors, j'ai une vision du cas de Valensole qui est celle de rapport de gendarmerie que j'ai lu attentivement, mais également le fait que j'ai été à 3 reprises à Valensole. Et rencontré Maurice une fois. Oui, alors j'ai rencontré Maurice 2 fois, mais j'ai eu l'occasion d'aller à Valensole pour faire une enquête sur le terrain, parce que il s'était passé une aventure qui pouvait, pour les comment on les appelle, les habitants ? Les Valensolais. Les Valensolais, qui pouvait ressembler à ce qu'avait vécu Maurice, parce que peut-être qu'il y aurait eu une deuxième fois quelque chose. Et en fait, ce qui s'était passé à Valensole la deuxième fois, c'était un foudroiement de sol. C'est un phénomène naturel tout à fait, je dirais presque banal, mais qui prend des proportions parfois gigantesques. Et donc la foudre aurait tapé là. C'est ça. Donc en l'occurrence, la foudre avait tapé là, et il y avait un plant de lavande qui s'était volatilisé, et d'autres plants de lavande à côté qui s'étaient desséchés. D'où le rapprochement avec le cas de Maurice Mas. Mais le cas de Maurice Mas, qu'est-ce que c'est ? Alors, je lis presque textuellement le rapport de gendarmerie. Donc, Maurice, il est comme tous les matins, parce qu'il faut travailler de bonne heure. Il fait chaud au mois de juillet sur le plateau de Valensole. Et puis, il faut s'occuper de ses pieds de lavande. Donc, il est 5h45, presque 6h du matin, et Maurice, il a déjà travaillé pas mal de temps. Oui, donc alors, Maurice Mas, il est à sa pause cigarette, et puis, à travers les buissons, il aperçoit ce qui lui semble être une voiture qui est dans son champ. Donc, il se rapproche. Il est à peu près à 80 mètres de distance. Il va se rapprocher, et là, il va s'apercevoir qu'il y a, en fait, un intrus qui est dans son champ, qui est recourbé, et il pense qu'on vient lui voler ses plants de lavande, quoi. C'est pas autrement. Et puis, en se rapprochant, il s'aperçoit que c'est pas du tout un monsieur comme vous et moi. Et puis, il y a un deuxième personnage qui va apparaître et qui va lui aussi émettre un petit gargouillis. Et là, il se rend compte que vraiment, c'est pas possible. Et il va vouloir se rapprocher, bien sûr. Et là, il va sentir que un des deux personnages qui est là se retourne et va, à l'aide d'un tube, va le tendre vers lui. Et à ce moment-là, il va se retrouver paralysé. Paralysé, mais conscient. Il ne sent pas d'agressivité de la part c'est simplement une espèce de neutralisation. Et là, ils vont remonter dans l'objet. Il va s'apercevoir que la porte va se refermer. Il y a une porte. Elle va se refermer, elle va partir du dessous, elle va remonter. Et puis ensuite, il va entendre un bruit, il va voir... Il a bien vu de détails, alors. Ah oui, c'est très détaillé. Il va voir en fait que quatre pieds qui se reposaient sur le sol vont se mettre à tourner, mais il va surtout s'apercevoir qu'au milieu, il y a une espèce de tube qui va rentrer dans l'objet, qui va sortir de terre, et ensuite il va voir s'éloigner légèrement en s'inclinant l'objet,
avec une coupole sur le dessus, et il va percevoir à travers cette coupole les personnages qui sont là. Et l'objet va partir dans le ciel, au début très lentement, et après très très rapidement. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas une hallucination ? Pas dire qu'il ment, mais est-ce que le cerveau peut créer ça ? Alors, ce qui est très intéressant dans l'affaire de Maurice Mas, c'est que non seulement la brigade de gendarmerie a fait 3 rapports de gendarmerie. Je vais parler après des effets physiques qui sont sur le secteur. Mais il y a surtout le fait qu'il y a une retenue de sa part. Au départ, il n'a pas dit qu'il avait vu les personnages. Il a simplement, quand il est retourné, alors il y a une période un peu de flou par rapport à ça, justement, parce que il dit qu'il est redescendu donc au village à peu près une heure après, hein, une heure et quart après. Donc c'est marqué ça. dans les rapports, mais... Et oui, c'est marqué dans le rapport. Donc et qu'ensuite il est allé où c'est Voir son copain. Il est allé voir son copain, donc il tenait le café des Des sports. Moissons, oui. Et là, le café des sports, il y a une vidéo d'ailleurs à l'époque qui a été refaite à l'identique quasiment dans le film. Exactement. On voit dans un JT de l'époque un envoyé spécial, un journaliste. C'était l'ORTF à l'époque. Voilà, qui a un micro, qui s'approche et qui demande. Il y a des jeunes des jeunes et des moins jeunes qui jouent à la belote. À l'époque, il y a les joueurs de belote et en fait, tout le monde va l'envoyer vers le patron du bar, qui est en fait un ami de Maurice, oui, à qui il se serait confié. Et donc l'ami du bar arrive avec ses lunettes et va parler. Tout le monde va dire bravo, félicitations à la fin, etc. T'as assuré. Et c'est une scène qui est reconstituée dans le film, Exactement. justement, Valence 1965, qui vous C'est vrai que le réalisateur Dominique, il voulait refaire plus près de l'histoire. Exactement cette scène-là dans le film, mot à mot. Et donc, alors, il se confie à ce monsieur. Voilà, il se confie à ce monsieur, et ensuite il va repartir chez lui. Et là, après, les ennuis vont commencer sur plusieurs plans de sa part, mais il va se sentir, dans un premier temps, fatigué, et il va même jusqu'à dormir 12 à 15 heures par jour, les jours qui ont suivi. Hein. Pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Donc, son ami va lui conseiller, je crois, va prévenir la gendarmerie. Et à ce moment-là, les gendarmes vont faire une première... Ils vont le voir. Et puis, donc, ils vont faire un entretien, ils vont recueillir son témoignage. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller le soir sur les lieux, à l'Olivol. Là où se serait posée la soucoupe. Et là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Ils vont prendre des photos et ils vont découvrir que le sol présente des particularités qui, du point de vue de l'ensemble, correspondent au dire de Maurice Mas. À savoir qu'ils trouvent 4 petites empreintes qui sembleraient être l'endroit où il y avait ces fameux pieds qui étaient là, et surtout le trou qui fait 18 cm de diamètre, qui est d'ailleurs le soir même, autour du trou, la terre est boueuse. La terre est boueuse, il y a de l'eau qui est apparue sur la surface du sol, alors que c'est sec cet endroit. Le champ de lavande, c'est sec. Bon, c'est sec, et bien là, il y a de l'eau, une espèce de boue. Et puis, le trou est lisse, il fait donc 18 cm de diamètre, 40 cm de profondeur, et au fond, il y a 3 petits trous à 120 degrés. Les gendarmes vont faire une enquête extrêmement minutieuse. Ils vont relever ça de façon très parfaite. Ils vont mesurer tout. Oui, absolument. D'ailleurs, dans la scène du film, il y a un crapaud, je crois, il y a un crapaud oui, dedans. Oui, c'est sûr. Un crapaud qui est tombé dedans, il y a un vrai trou qui est ouvert. Ouais. Et donc... Mais la terre était aussi... elle était morte, on va dire. Hein. Alors, il n'y a rien qui a repoussé pendant 10 ans. Parce qu'en fait, oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, des groupes ufologiques, le GEPA en particulier à l'époque, des passionnés d'OVNI, qui sont allés sur place. D'études d'OVNI, etc. Et ces gens-là, ils ont fait une enquête. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait étudier le cas de Maurice Mas par un psychiatre. Et cette étude du psychiatre, elle est parue dans une revue qui s'appelle Lumière dans la nuit. Elle est très complète, très détaillée. Et la conclusion du psychiatre, c'est que Maurice Mas avait tout son esprit. C'était pas un homme névrosé, c'était pas un homme qui avait des problèmes particuliers. Il n'avait pas bu. Pas du tout. Il y a une concordance totale entre ses propos et puis physiquement le trou et tout ça. Alors moi, je dois dire, ce cas est extrêmement intéressant, et je peux affirmer
de manière tout à fait officielle ou officieuse, ça dépend comment on voit les choses, mais que cet homme a réellement vu et vécu ce qu'il a vu. Et en particulier, ce qui est tout à fait surprenant, c'est cette paralysie dont il a été victime et qui ne peut pas s'expliquer autrement que par une atteinte de son système neurovégétatif. En fait, s'il n'y avait pas eu de traces sur le sol, on aurait pu imaginer un petit AVC, un AIT, Absolument. un accident qui fait voir parfois des choses. Je vais revenir effectivement sur les Il y avait traces. des preuves. Donc Le lendemain, la terre était dure, était sèche. Ce qui sous-entend sans doute un échauffement provoqué par peut-être une induction électromagnétique. Et c'est pour ça que je peux faire le parallèle de l'affaire de Maurice Mas avec l'affaire de Trans-en-Provence que j'ai enquêtée des années après, donc en 1981, voir laquelle un objet avait atterri sur une restanque, donc en Provence aussi, mais sur une restanque, dans d'autres conditions. Et quand l'objet était parti, il avait laissé une empreinte sur le sol. Donc j'ai pu mesurer la masse de l'objet, qui était très léger, qui pesait de l'ordre de 700 à 800 kilos. Mais également, c'est la végétation qui m'a apporté des indices. Parce qu'on a fait des prélèvements avec un laboratoire de l'INRA, et on s'est aperçu que la végétation, c'était des jeunes pousses de luzerne. Elles étaient affectées par, en fait, une perte dans les acides aminés qui était fonction de l'éloignement. Et comme on avait pris des échantillons tests, on s'est aperçu que l'effet était très marqué là où il y avait l'objet qui avait atterri. Et puis, quand on s'éloignait, l'effet était pas là. Et en définitive, pour faire le rapprochement avec Valençol, on s'aperçoit que la végétation, en fait, a certainement subi également un champ électromagnétique. Comment s'expliquer aussi ce dessèchement des plantes? Par contre, que la végétation a mis 10 ans pour repousser, ça, je le crois moins. Parce que comme anime attente. Oui, mais il me semble qu'il y a eu un effet marqué, sans doute immédiatement. Qui n'aurait pas pu être fait par un homme? Non, parce que c'était en fait occurrence très marquée sur l'endroit où il y avait l'objet qui s'était posé. Et puis la trace elle-même, quoi. Enfin, le trou, l'empreinte, c'est quelque chose de tout à fait, c'est étonnant. Et ce qui est tout à fait, je termine parce que en 2000, quand j'avais tourné un reportage pour France 2 justement sur le cas de Valençol, le maire du village de l'époque m'a dit, mais moi, j'étais allé sur place, j'avais mis ma main dans le trou. Et il m'avait décrit le fait que, effectivement, le trou était lisse. C'est quand même étonnant, dans un pays aussi rocailleux, avec une terre comme ça, d'autant plus que, très probablement, le sol argilo-calcaire, le calcaire s'est transformé, ça a formé une croûte, et cette croûte, c'était peut-être de la chaux. En fait, l'échauffement a peut-être provoqué de la chaux. Et ce qui est tout à fait intéressant, j'avais posé la question, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient sur le plateau? Et effectivement, il y avait 2 témoins qui étaient présents sur le plateau et qui ont entendu le sifflement de l'objet. Ce qui veut donc dire que j'ai failli les interviewer, mais il y en a un qui était décédé malheureusement, puis le deuxième, j'ai pas pu là aussi. Mais c'est vraiment, j'atteste que ce cas est sans doute un des cas de rencontres rapprochées de 3e type les plus importants au monde. Est-ce que toi, Virginie, qui est la petite nièce, est-ce que tu le crois sur parole quand il te raconte ça quand t'es petite, ou tu te dis mon oncle il est un peu bon? Pas du tout. Non, début. quand il nous raconte ça, de toute façon, on est très. Nous, on est enfants d'abord, et puis on y croit cette histoire parce que Maurice. Tu y crois direct? D'abord pour qu'on serait seul dans l'univers. Déjà, non, mais je te parle pas de ça, je te dis quand t'es petite, non, et qu'on bien te sûr, raconte quand une t'es histoire, petit, tu mais te dis, déjà, tiens, mon oncle, il est un peu... toutes les choses un petit peu extraordinaires, ça intéresse. Quand on est enfant, on se dit, un truc super... voilà, on aurait bien aimé en voir des soucoupes volantes quand on est enfant, quand on raconte cette histoire, ça nous plairait de les voir, voilà, mais j'en ai jamais vu. Mais bien sûr qu'on le croyait. Qu'est-ce qui t'a donné comme détail que tu n'as pas entendu, Jean-Jacques, toi, que tu ne connais pas? Est-ce qu'il t'a donné d'autres petits détails en face à face? Il y a une chose qu'on se rappelle enfant, c'est quand il nous racontait cette histoire, qu'on a écouté, on a bu ses paroles vraiment à table, et genre il a bien dit, écoutez, et après je n'en parlerai plus jamais. Je sais qu'il a dit qu'il lui avait aussi montré des choses qui n'étaient pas très jolies. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas quoi vous dire. Que les petits personnages
On lui avait montré des choses qui n'étaient pas très, très, très jolies. C'est tout. C'est tout. Ça veut dire quoi, ça? Ah, j'en ai aucune idée. Voilà. Il avait mis, apparemment, dans le film, en tout cas, à un moment donné, quand il remet sa montre se met à s'accélérer. Oui. On voit les aiguilles qui tournent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un c'était truc fait. qu'il t'a dit? Oui. que Non, mais ça, c'est vrai. Ça tournait pas aussi vite. On est au cinéma. Il fallait montrer quand même que ça tournait. Mais oui, c'est Toi, tu l'as vu? tourné. Non, moi je l'ai pas vu, mais ma tante me l'a dit. Oui, ça c'était quelque chose. Ta tante l'a vu aussi? Oui, bien sûr. C'est très intéressant ça, parce que ça voudrait dire qu'il y avait une action de champ électromagnétique sur sa montre. Et qui pourrait confirmer le fait que cette trace unique... On parle de singulière. Maurice, il est décédé aujourd'hui. Hein. Bien sûr. C'est pour ça qu'on Enfin, bien sûr. Oui. on en Oui, parle. il est décédé. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'il a eu une maladie qui pouvait avoir un rapport avec, Non, avec après, un champ c'est vrai qu'il électromagnétique? Non, pas vraiment. Il était plutôt après, plutôt des problèmes de cœur après, mais je sais pas si c'est lié vraiment à ça. Mais Après, tu disais de l'hypersomnie, c'est-à-dire qu'il s'est mis à dormir, il était extrêmement Entre fatigué 12 et après 15 heures avoir par vu ça. jour. Et apparemment, il l'aurait vu, enfin, il les aurait vus, parce qu'il y en avait plusieurs, une deuxième fois. Mais longtemps après. Enfin, après, de toute façon, il avait toujours dit je pourrais en voir une armée, je ne dirai rien à personne. Donc oui, il en a vu plusieurs fois. Ils sont revenus au même endroit? Alors, peut-être c'était pas les mêmes, hein, on est bien d'accord, mais oui, il les sentait plutôt passer, on va dire. Et les gens du village, au début, se moquaient de lui, le prenaient pour un fou, ou ils l'ont tout de suite pris au sérieux? Il y a toujours les gens qui disaient la vérité, d'autres qui n'y croient pas. Enfin, ça, je veux dire, dans la vie, c'est voilà. Donc, C'est ce qu'on avait ressenti ceux quand qui n'y croient pas, n'y croiront jamais, et ceux qui y quand on croient, avait y croiront. tourné le film, nous aussi, on avait ressenti ça dans le village. Ah oui? Ouais, ouais. Ils se moquaient un peu. Il y a un voisin qui, en particulier, il était assez... On est dans un petit village de Eh Provence, oui. hein, donc tout le monde se Ouais, connaît. bien sûr. Voilà, c'est le petit village. Tu crois qu'il y a des gens qui voient des choses, Jean-Jacques, et qui n'osaient pas appeler l'État, le CNES, tout ça, pour dire qu'ils avaient vu des choses pour ne pas passer pour des fous dans leur village? Oui, c'est tout à fait compréhensible, oui. Mais Valençol était un cas tout à fait particulier, tout à fait remarquable. Mais j'ai enquêté sur 5 ou 6 cas qui sont du même ordre. Et je dois dire que le comportement des gens, en particulier celui de Cussac, est tout à fait identique. Les jeunes enfants de l'époque qui avaient assisté à peu près au même genre de situation ont été marqués toute leur vie de ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une zone dans ce village, à Valençol, où il y a des touristes qui viennent, des touristes un peu chasseurs d'ovnis, qui ont envie de Ah bah revenir oui, voir? ils font une fête de la soucoupe chaque année. C'est vrai? Bah oui, le 1er C'est la juillet. soucoupe au chou, alors. Voilà, c'est la ça, soucoupe au exactement, chou. voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent, oui, exactement, c'est vrai. Je sais pas, il y a tous les magazines de la région qui la viennent, et soucoupe chaque au année, ils en lavande. parlent même au journal de TF1, je sais. Et à l'époque, Parce que- Maurice vivait mal le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes du monde entier qui venaient Ah devant bah chez lui. complètement, moi je les ai connus l'été. Hein. Et il y avait des Chaque touristes. année, j'avais des Chinois, Japonais, Russes qui venaient sonner, et on me disait, surtout, Jeannette me disait, dis qu'il est parti en vacances. Et il y avait des Voilà. touristes qui venaient dans les champs Oui, puis ça existait. Hein. pour voir l'endroit. Mais il y avait un coin sur Valençol, à un moment donné, il y avait pas mal de hippies, c'était la mode à l'époque, enfin, il y avait beaucoup ça. Merci Virginie d'être venue. Merci beaucoup de On va faire m'avoir rentrer le reçu. réalisateur après, et aussi un pilote qui a vécu, pareil, qui a vu un ovni en 1986, qui est pilote d'avion et qui dit qu'il a vraiment vu un objet. Il est sûr que ça ressemblait pas à un avion et que c'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il va venir nous en parler maintenant. Ça y est, on a fait rentrer Eric, donc, qui est pilote, amateur, et tu as une société, toi, qui fait les images pour l'armée. Je suis obligé de chuchoter, désolé pour ma voix qui est un peu cassée aujourd'hui. Émission spéciale sur les ovnis. En fait, toi, en 1986, tu es pilote amateur, donc tu as été aux commandes d'un petit avion, on va en parler dans un instant. Tu as aperçu quelque chose qui s'apparente à être un ovni, puisque c'est non identifié, c'est le principe. Juste avant, je sais que tu fais des sublimes images pour l'armée, pour les armées en général, mais notamment pour l'armée de l'air, puisque tu filmes des avions, tout ce qui peut voler, tu le filmes avec un autre avion que tu as adapté. Ta société s'appelle Airborne. Airborne Film. Airborne Film, et voilà, elle bosse avec les armées. Regardez les images magnifiques que Eric fait. C'est hyper joli. Comment tu fais pour filmer aussi bien, d'ailleurs ? En fait, on utilise, pour les images un peu rapides, on utilise un avion qui a été modifié avec un système de prise de vue. Sinon, j'utilise d'autres vecteurs, des hélicoptères. Mais en fait, la clé de tout ça, c'est de faire des grosses préparations. Et en fait, quand on se met en l'air, c'est vraiment pour exécuter ce qu'on a
ce qu'on a mis pas mal de temps à préparer. Il y a beaucoup de briefings et de choses comme ça pour arriver à... Non, mais tu as adapté un avion, comment ça marche? Ben, en fait, c'est un petit avion d'affaires qui est modifié. Donc, il y a un système qui est fixé sur l'aile, qui est un système gyrostabilisé dans lequel on peut mettre n'importe quel type de caméra, n'importe quelle focale, ce qui nous permet de faire des images et de suivre des avions de ligne, des avions de chasse, des warbirds, enfin tout ce qui... T'as filmé, c'est toi qui as fait certaines images de Tom Cruise. Pour quel film t'as filmé Tom Cruise? Alors, j'ai participé aux 2 derniers opus de Mission Impossible. Et puis voilà, il nous arrive effectivement de faire des images pour des films comme ça. Pour le cinéma? Ouais, la série Master of the Air, des choses comme ça, Les Chevaliers du Ciel. Enfin, voilà. D'accord. Donc tu pilotais un Cessna 152. Où est-ce que tu as été exactement? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai décollé d'un aéroport à Los Angeles qui s'appelle Van Nuys Airport, qui est un énorme terrain. Et j'allais jusqu'à la mer, jusqu'à Santa Monica, et le but était d'aller à Malibu pour un vol local. Donc tu étais à Los Angeles en vacances? Non, j'habitais là-bas, je faisais des études de cinéma. Très bien. Et j'apprenais, je passais mes licences de pilote en même temps. Et donc, j'étais déjà lâché solo, c'est-à-dire je pouvais piloter l'avion tout seul, mais j'avais besoin de faire des heures. Donc tu étais seul à ce moment-là dans l'avion? J'étais seul dans l'avion. Et donc, je suis parti de cet aéroport, je suis allé jusqu'à Santa Monica, et après, je virais à droite le long de la côte. Et j'étais à 2500 pieds. Il faut savoir qu'en vol à vue, en règle de vol à vue, en dessous de 3000 pieds, on est sous des niveaux de vol qui fait que on peut croiser un avion à la même altitude que soi de manière conflictuelle. Donc on fait très attention et donc on regarde essentiellement dehors un peu ses instruments, mais surtout dehors. Et particulièrement dans cet endroit. T'es en alerte. Oui, et puis Los Angeles, c'est un endroit où il y a énormément d'avions de tourisme. Donc tu croises tout le temps des avions, donc fais très attention. Et surtout le long de la côte, pas mal de gens font la même chose. Donc... Et à un moment donné, je vois un avion en face de moi, ce qui est assez classique. Et donc je le regarde, parce que visiblement ça se rapproche. Et puis au fur et à mesure qu'il se rapproche, je me dis c'est pas un avion, c'est un hélicoptère, parce que je vois pas les ailes. Et puis ça commence à devenir plus près. Et là, je vois pas les pales, je vois pas les patins. Je me dis c'est pas un hélicoptère non plus. Et je vois vraiment une espèce de bille noire dans le ciel. Et ça m'a vraiment l'air d'être à la même altitude et de se rapprocher. Donc je descends un petit peu. Et je perds un peu d'altitude. Et en fait, on s'est croisé avec l'objet très près. Il est passé dans mes 1 heure, légèrement à droite de mon axe, et un petit peu au-dessus. Et après, je vais t'expliquer à quoi ressemblait l'objet, mais quand on s'est croisé avec l'avion, l'objet a fait comme ça, a fait un espèce de mouvement très très brutal. Vers le bas? Il est descendu vers le bas, il est revenu à son attitude originale. Et l'objet, je l'ai vraiment bien vu. Ça a été fugace, mais je l'ai bien vu. Il était rond devant. Il finissait complètement en pointe, un peu comme une goutte d'eau. C'était gris anthracite, parfaitement lisse. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, il n'y avait aucune aspérité. Rien, pas de lumière. Mais ça allait vite. Écoute, on est très habitué en petit avion comme ça, dans des endroits, à croiser d'autres petits avions. Donc, on a une petite notion de vitesse. Donc, c'était quelque chose qui ressemblait à la vitesse d'un avion de tourisme. Donc, ça devait voler entre 200 et 300 km/h, à peu près. C'était en tout cas pas arrêté, c'est sûr. Ça peut pas être un ballon météo un peu vidé de son air, penché sur le côté? Non, parce que vraiment, l'objet semblait solide. Et puis, c'était une forme très nette. Un ballon météo, c'est un ballon, en fait, qui est rempli d'un gaz, donc qui est une forme qui est un peu molle. Et puis, ça se déplace pas comme ça. Et puis, ça fait pas un mouvement. Enfin, non. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit quand je suis retourné à l'aéroport. J'en ai parlé à mon instructeur qui était pas très intéressé par le sujet. Enfin bon, c'était un peu... Moi, c'était un truc un peu impressionnant. J'étais excité, etc. Lui, clairement, s'en foutait. Je suis allé à la tour de contrôle, je leur ai raconté. Et ils m'ont dit, c'est exactement ce que tu viens de me dire. Ils m'ont dit, mais ça devait être un ballon-sonde. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Je suis allé regarder après quoi ressemblait un ballon-sonde. Ça n'avait aucun rapport, ni de près, ni de loin. Donc, c'était pas ça. Est-ce que tu as fait demi-tour pour aller le revoir? Alors, au moment où on s'est croisés, moi, j'ai fait demi-tour. Alors, il se trouve que le Cessna, c'est un avion qui a les ailes hautes. Et pendant le demi-tour, je l'ai perdu de vue. Parce qu'effectivement, on ne voit pas. Les ailes masquent la visibilité. Et quand j'ai fini mon 180 degrés, je ne l'ai pas revu. Mais ce qui n'est pas anormal, parce que même quand on est en tour de piste, et que la tour vous dit il y a un avion qui est dans vos 2 heures à tel endroit, de temps en temps on a du mal à le trouver. Et là, c'est sur fond de Los Angeles, qui est gigantesque, il y a énormément d'informations visuelles, donc un truc noir comme ça, il n'y a rien d'anormal à pas le voir. Donc tu l'as jamais revu? Non.
Et tu l'as raconté à d'autres personnes? Est-ce que tu es allé à la police pour dire j'ai vu un truc pas normal? Non, j'en ai parlé, je suis allé à la tour de contrôle, et bon, ils m'ont dit que ça devait être un ballon sonde. J'ai pas senti un grand intérêt non plus. Et du coup, j'ai pas spécialement eu envie de reparler de ce truc-là. J'ai tout noté, en revanche, dans un papier que j'ai mis dans mon carnet de vol. Tu as fait un dessin, là. Et j'ai fait un dessin, effectivement. Voilà, qui est ici. Et il s'affiche à l'image, là, comme ça, vous le voyez. Est-ce que tu peux le décrire? Mais en fait, je dessine mieux maintenant, mais à l'époque, c'était pas terrible. En fait, c'est le cockpit avec les instruments ronds, la vision du Ah oui, du l'intérieur du pare-brise. cockpit, là, Voilà, ok, à c'est droite. ma vision, en fait. En Voilà. POV. En POV, exactement. Et ensuite, c'est là où est passé l'objet. Et ensuite, j'ai dessiné à quoi ressemblait l'objet. Donc, c'est c'est vraiment la forme aérodynamique, en fait. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? C'est en fait clairement ce qu'on appelle un ovni, un objet volant non identifié. J'en ai absolument aucune idée. Ce dont je suis sûr, c'est pas un avion, c'est pas un drone. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un drone, mais en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de drone comme il y a aujourd'hui. Donc je ne sais pas. Ça se déplaçait avec une certaine vitesse propre. Ça a fait un mouvement. Donc non, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce que, Jean-Jacques, toi qui étais au CNES, au Centre national d'études spatiales, qui a travaillé au GEPAN, qui est justement le bureau qui étudie les ovnis, est-ce que les ovnis se ressemblent dans les gens, dans les témoignages? Est-ce que tu as déjà entendu par exemple des descriptions comme ça? C'est très difficile à définir une caractéristique de ces phénomènes, de ces objets, dans la mesure où il y a une très grande variété. On a tout vu en la matière. On a tout vu. Dans le cas présent, des cas comme ça, il y en a eu. J'ai aussi en mémoire le cas d'un avion militaire où il a vu une lueur qui est montée à la hauteur de son avion et qui a fait la même chose que dans le cas présent. C'est-à-dire qu'il est venu se précipiter sur l'avion. Il a fait ça. Il a lâché les commandes de l'avion et il a fait ça. Ah oui, pour se protéger, quoi. Pour se protéger. Il s'est mis les mains devant le visage. Et puis après, il s'est retrouvé sans rien. Donc l'objet a évité l'avion. Il était exactement dans le même axe, il n'y avait aucun doute là-dessus. Non, les cas sont tous différents. C'est fou. Ah, toi qui as rencontré beaucoup de pilotes, Eric, comme tu as une société qui filme, est-ce que tu as déjà eu cette discussion avec des gens de l'armée, avec des pilotes? Est-ce que, ils te croient? 2, est-ce qu'ils en ont déjà vu aussi? Alors moi, j'ai pas trop raconté cette histoire. En fait, il se trouve que j'en ai parlé à Dominique Filleul, qui a réalisé Valençol 1965, parce que c'est sur le sujet. Et alors, il m'arrive d'en parler à des gens qui s'intéressent à ça sérieusement. Sinon, j'ai pas trop tendance à raconter cette histoire. En revanche, effectivement, je travaille avec beaucoup de pilotes militaires, et quand je fais des vols, je prends toujours des pilotes qui ont une formation de pilote de chasse, qui ont fait des vols en patrouille très serrés. Et il m'est arrivé d'en parler, et effectivement, plusieurs m'ont raconté, pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui, effectivement, ont vu des phénomènes comme ça, pas expliqués. T'en as déjà entendu? Ah oui, plusieurs fois, ouais. De pilotes de ligne aussi. Il y a un vol entre Nice et Londres en janvier 1994. Est-ce que tu connais l'histoire? Oui, j'ai enquêté. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, c'est un cas tout à fait, je dirais, banal, au sens propre du terme, puisque un équipage d'un vol Air France... Comme tu parles d'avion de ligne... Qui relie Nice à Londres, va passer au-dessus de la région parisienne. Il est à 12 000 mètres d'altitude, donc en pied, je ne suis pas très spécialiste de l'aviation, mais... Niveau 350. C'est ça, niveau 350. Et puis, ils vont apercevoir, donc c'est le steward. En fait, l'équipage est à ce moment-là pratiquement au complet dans la cabine. Il y a donc le commandant de bord, il y a sa copilote et le steward. Le steward dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc devant nous, là. Et ils vont tous regarder au même moment un objet de couleur sombre qui se trouve à peu près à une trentaine de miles d'eux et donc au-dessus d'une couche d'altocumulus. En gros, à 10 000 mètres d'altitude. Et l'objet va se déplacer. Ils vont se rapprocher, bien sûr, il va se déplacer. Ils l'aperçoivent sur les 13 heures, puis ensuite il va disparaître à peu près sur les 11 heures ou sur les 10 heures. Donc ça passe de droite à gauche. L'observation va durer 10 secondes, pas plus. Et ils vont s'apercevoir que l'objet, en fait, quand il va disparaître, les contours vont devenir flous et ils vont le voir disparaître.
L'affaire aurait pu en rester là. C'est pas qu'ils rentrent dans un nuage, tout Ah simplement. non, absolument et ça- pas. Au contraire, il y a une visibilité parfaite. Ils sont pratiquement au-dessus, à la verticale de Paris. Et donc, à ce moment-là, on a des procédures qui permettent maintenant aux pilotes, justement civils, voire même militaires, de faire des déclarations. Donc, ils remplissent un PV et ils l'envoient. Et moi, je le recevrai à peu près un mois après. Quand je lis ce PV, je peux tirer aucun enseignement de cette affaire parce que, en fait, la déclaration n'est pas précise, c'est assez flou. Ils disent effectivement qu'ils ont vu quelque chose de bizarre, de sombre. Et puis, ça rentre dans les dossiers et moi, je le classe en catégorie 1. Je peux pas déterminer ce qu'ils ont observé. Et puis, le temps passe et un jour, je me rends au CDOA à Taverny. Et là, le capitaine sort d'une armoire un dossier et me dit est-ce que vous êtes au courant de cette affaire qui datait de presque un an. Je regarde, je dis non, ça me dit pas grand-chose, mais je veux bien me prendre pour l'examiner, etc. Et puis en faisant le recoupement des dates, bien évidemment, je suis tombé dessus. Tiens, ça correspond pas du tout. Quel était ce dossier en fait? Ce dossier, c'était l'acquisition par les radars primaires d'un objet qui, pendant 55 secondes, précisément, avait été détecté par les radars. Par les radars en plus. Ah, bien Donc, sûr. c'est pas une hallucination Non, visuelle. non, et ils avaient détecté une vitesse de 185 km/h. Et en plus, ce qui est tout à fait surprenant, c'est la dimension. Parce que quand j'ai fait enquête après avec les gens d'équipage, notamment le commandant du BOC, on a comparé avec le pouce, avec un crayon, et on a fait, effectivement, à cette distance-là, l'objet était énorme. Il faisait entre 250 et 300 mètres de dimension. Ah oui, c'est 3 stades de foot. Les gens dans l'avion, les passagers l'ont vu? Ah non, ils l'ont pas vu. C'est Non, juste c'est devant. que l'équipage. Donc les deux pilotes. Ouais, pilote, copilote et steward. Et ensuite, tous les trois l'ont vu. Mais là, l'histoire s'arrête pas là, puisqu'en fait, il s'est passé la chose suivante, c'est que j'ai voulu retrouver, à l'époque, j'avais pas le nom, j'avais le nom du pilote, mais j'ai voulu retrouver par la compagnie Air France pour pouvoir vraiment investiguer et recevoir leur témoignage. J'ai pas eu de compréhension de la part de la compagnie Air France qui n'a pas répondu. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté l'histoire à un journaliste. Et c'est un journaliste de Paris Match, qui était un ancien pilote de chasse, qui a mis ça dans son article. Et résultat de l'opération, j'ai reçu une lettre un jour du commandant du BOC. Et il m'a écrit en me disant, voilà, on était les pilotes. Il m'a donné le nom de sa copilote. À ce moment-là, je lui ai écrit une lettre. Et elle m'a renvoyé son témoignage. Et quand on superposait les deux témoignages, ils étaient identiques. Alors qu'ils s'étaient pas revus depuis. Hein. Et là, je suis certain que c'est un ovni. Mais personne n'a vu au sol? Ah non, il y avait des nuages. Alors j'ai vérifié par satellite pour voir si on pouvait le détecter. J'ai pas eu grand-chose, effectivement. Mais voilà. Donc pour moi, ça demeure le cas typique d'un ovni. Objet volant non identifié. Mais au-delà de ça, je ne sais pas quelle est sa nature, je ne sais pas quel est son système de propulsion, je ne sais pas quelle est son origine. C'est tout, c'est aussi simple Et que les ça. radars voyaient un objet qui Ah, n'était ils l'ont pas vu. Ils l'ont vu. balisé. Ils l'ont vu. Non, il n'avait pas en termes de radar secondaire, c'est-à-dire qu'il n'émettait pas un code qui permettait de l'identifier. Viol immatriculé, on ne sait pas qui c'est. Non, on ne sait pas ce que c'est. Mais le radar Et pour primaire, moi, ça tape sur un objet, oui. quoi. Donc c'est la réflexion en fait de l'onde sur l'objet qui permet de dire qu'il y a une présence physique. Et on peut déterminer une trajectoire, on peut déterminer une vitesse. Et là, en l'occurrence, trajectoire rectiligne correspondant tout à fait à l'observation. Passionnant les ovnis, quand même. Hein. Je comprends. Est-ce que tu aimes la science-fiction? Alors, c'est une question qui... Toi qui es chercheur, qui est intéressante. Eh ben, figure-toi que pas trop. Oui, parce que souvent... Pourquoi? Parce que souvent, je traite des affaires qui dépassent la réalité de la science-fiction. Alors, il y a une autre rencontre, justement, du troisième type. Toi qui es chercheur, justement, qui a travaillé plus de 27 ans au CNES, donc Centre national d'études spatiales, et au GEPAN. Tu étais le directeur du GEPAN, donc, pour les études, justement, de tout ce qui est volant non identifié. Dans le Cantal, en 1967, la rencontre de Cussac, près de Saint-Flour. Est-ce que tu connais cette histoire? Oui, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est très précis, il y a plusieurs enfants qui ont Elle a été traitée par une équipe du GEPAN. Moi, j'ai participé collectivement à cette affaire, donc j'étais présent quand on l'a traitée. Je ne suis pas allé sur les lieux, mais on a travaillé dessus. C'est assez méconnu en France, on ne connaît pas trop. C'est un des cas à mon avis, les plus remarquables. Bon, en gros, Ah oui. c'est des enfants qui gardent des vaches sur le plateau de 1000 vaches, et ils ont leur chien Médor.
il s'appelait Médor, qui aboie de l'autre côté de la route. Alors, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils franchissent le petit muret en pierre. Et là, ils s'aperçoivent dans le champ qu'il y a peut-être des petits-enfants comme eux qui jouent dans le champ. Mais ce n'est pas des petits-enfants. C'est des petits personnages qui sont tout gris. Il y en a même qui sembleraient avoir une barbichette, comme moi un peu. Mais je ne suis pas tout gris. Et alors, ils sont effrayés. Parce que ils voient que ces petits-enfants, ils veulent jouer avec eux. Et puis alors, les vaches, elles sont effrayées, le chien, il aboie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les petits êtres, ils vont monter, non pas par une échelle, dans la boule. C'est une grosse boule qui est énorme, qui fait quand même de l'ordre de 5-6 mètres, facile de diamètre. Attends, mais les enfants, Oui. ils sont encore en vie ou pas? Oui, ils sont encore en vie. Ils le racontent? Ah ben non, ça c'est une autre partie de l'histoire. On va y venir tout à l'heure. Donc ils voient ces petits bonshommes qui remontent la tête la première dans la boule, par le haut. Et puis à un moment donné, ils en laissent un par terre. Il y en a un qui reste là. Il a rattrapé le groupe. Et puis après, ça a fait une énorme vibration. La boule, elle a un peu vrillé. Puis c'est parti dans le ciel à une vitesse phénoménale. Ça, c'est pas des gamins qui peuvent s'amuser à raconter ça Non, pour faire parler d'un livre? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils sont effrayés. Ils rentrent chez eux, qui est à peu près 1 kilomètre. Ils pleurent. Ils ont les yeux qui pleurent. Leur père, qui est le maire du village, donc va prévenir les gendarmes. Mais il n'y aura pas d'enquête de gendarmerie. C'est un groupe privé qui a fait, c'est le GEPA, je crois, qui a fait cette enquête. Mais c'est très documenté. Et nous, quand on était au GEPAN, le conseil scientifique nous a demandé de prendre des enquêtes anciennes, y compris comme celle-là. Et à ce moment-là, toute une armada de mes collègues est partie là-bas. Et on a réussi à les retrouver et à leur demander de témoigner. C'est ça qui est très, très intéressant. C'est que 20 ans après, ils ont accepté parce que l'un était avocat et qu'on avait dans notre équipe un juge d'instruction qui, de par sa qualité, en fait, a permis... Autrement, il peut reparler. Puis en plus, quand vous êtes des professions comme ça, ça peut être dégradant sur le plan de votre profession. Réputationnel, ouais. Donc, ils ont accepté. Et là, à ce moment-là, sur le terrain, on a reconstitué les choses. On leur a séparément demandé de se resituer à l'endroit. Et ils ont donné exactement au mètre près l'endroit où se trouvait la boule avec les petits personnages. Ensuite, on leur a fait sentir des odeurs d'ammoniac, du soufre, etc., dans des fioles. Et ils ont tous les deux désigné exactement les mêmes... Alors qu'ils n'étaient pas à côté. Alors qu'ils n'étaient pas à côté, qu'ils étaient interrogés différemment. Leurs récits sont tout à fait concordants. J'ai pas compris le rapport avec les fioles. Tu leur as fait sentir pourquoi un produit? On leur a fait... Parce qu'ils avaient dit dans leur témoignage que ça sentait un peu une odeur soufrée. Ah, d'accord. 20 ans avant. D'accord. 20 ans avant. Et là, on leur a fait sentir des fioles. Ils ont dit, oui, c'est ça. Tous les deux. C'est où, Cussac? C'est dans quel... Alors, c'est dans le Cantal. C'est vraiment le centre de la France. C'est sur un plateau. Il y a une vision tout à fait... c'est plat. Voilà. C'est étonnant qu'on n'en ait pas beaucoup des descriptions comme ça. Ça n'arrive plus aujourd'hui. J'en ai personnellement à peu près une dizaine. Sur l'ensemble des cas que j'ai pu explorer. De très sérieux? Oui. Je pense qu'il y en a une dizaine. En France? Ah non, en France, on est quand même un peloton de tête. Alors, je pensais que ça n'arrivait qu'aux États-Unis ou en France, etc. Il y a aussi eu un cas à Téhéran, en Iran. Oui. Qui n'a rien à voir avec les États-Unis. Un cas aéronautique. Un cas aéronautique. Ah oui. Pareil, il y a quelque chose qui volait. Alors là, c'est un cas assez exceptionnel parce que il fait partie des 2% de cas dans lesquels il y a un affrontement. Il y a un combat entre ces fameux phénomènes-là, ces fameux objets, et les avions. C'était en 76. C'était en 76, on est à Téhéran, c'est le soir, et d'un seul coup, la tour de contrôle, ainsi que alors c'était militaire et civil, ils constatent qu'au-dessus de la ville, il y a une énorme boule lumineuse. C'est le soir, donc une énorme boule lumineuse. Qu'est-ce que font les gens? Ils vont à l'interception. Donc on envoie un fantôme, je crois que c'était ça, oui, un avion de chasse. Et l'avion de chasse va donc l'avoir dans son acquisition radar. Et à ce moment-là, il est très loin l'objet. Il a quand même une quinzaine de kilomètres. Le premier avion, il vient. Et là, qu'est-ce qui se passe? La boule vient vers lui. Il vient carrément sur l'avion. Et à ce moment-là, l'avion perd la vision nocturne. Et il est obligé de s'en aller. Qu'est-ce que fait le général Peruzzi, qui est au sol? Il envoie un deuxième chasseur. Mais là, la mission, c'est de tirer. Donc là, le deuxième avion, il va. Et à ce moment-là, il se passe un truc vachement curieux. De l'objet principal se détache aussi un deuxième objet secondaire qui vient vers l'avion. À ce moment-là,
le pilote donc enclenche son radar de tir, il n'a plus rien. Il n'a plus rien au niveau de ses commandes et au niveau du radar de tir. Résultat, pareil, il fait un évitement, il s'en va. Ensuite, on voit disparaître l'objet, il va s'écraser soi-disant dans la campagne, et puis on l'a jamais retrouvé. Alors, pourquoi on connaît cette affaire ? Parce qu'à l'époque, c'était l'époque du Shah, et après, il y a eu la révolution islamique, et il y avait eu un rapport qui avait été fait par les services de renseignement, je crois, et qui avait relaté les faits. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il s'est souvenu de cette affaire parce que quelqu'un avait sans doute parlé de ça, et donc ça a pris une importance considérable. Et on a pu, justement, faire les recoupements. Tu disais, pour terminer, tout à l'heure, tu parlais d'OVNI en Belgique. Tu disais, il y a eu beaucoup d'OVNI. Il y en avait 13 000 personnes qui ont vu des OVNI. Oui. Donc c'est là où tu dis, c'est sûrement quelque chose de militaire. Là, il y a eu des photos, carrément. Oui. Est-ce que c'est pas des bombardiers B2 ou un peu ce type d'avion ? Non, mais là Furtif. en l'occurrence, tous les témoignages sont concordants. C'était en très basse altitude. Le son était très faible. On aurait dit presque une machine à coudre qui passait au-dessus de la tête. Les lumières, elles étaient clignotantes. Il y avait un feu rouge qui était au milieu. C'était immobile aussi, non ? Oui, il y a eu des causes qui étaient immobiles, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'attendais cette affaire. Mais il a fallu que ce soit le cas là, de cette personne qui allait promener son chien le soir et qui a vu passer au-dessus de sa tête en France. Donc il n'y a eu qu'un seul cas, alors qu'il y a eu 13 000 gens qui ont observé ça en Belgique. Donc visiblement, c'était lié à quelque chose de parfaitement identifié ou identifiable en Belgique. Mais de mon point de vue, c'est passé une fois en France avec une navigation qui semblait être une navigation GPS. Donc c'était peut-être un test qui était effectué quelque part. En 2007, ça s'est terminé pour toi, Oui. le CNES, le GEPAN. Pourquoi tu es parti ? Pourquoi je suis parti ? Parce que j'avais fait un cycle et que je ne pouvais pas continuer dans les conditions dans lesquelles je travaillais, parce que en fait, je sentais que j'étais pas soutenu, les moyens n'étaient pas donnés. Et donc, il a fallu que les gens du Cometa interviennent auprès de la direction générale et que ce rapport permette justement... Il y a eu un audit qui a été mené, et l'audit était très clair en disant qu'il fallait continuer à avoir cette structure. C'est unique au monde. Il n'y a aucun pays qui a mis en place cette structure. Comme le GEPAN ? Mais bien entendu. Pourquoi tu parles aujourd'hui ? Pourquoi tu racontes tout ça ? Pourquoi je parle ? C'est parce que je pense d'abord que mon expérience est assez exceptionnelle. J'ai eu la chance de vivre une période où ils se sont déroulés des faits, que ces faits, ils ont pu être apportés, qu'on a pu travailler sur ces questions. Moi, j'ai pas de tabou. Je considère que, contrairement à certains qui considèrent que la science ne peut pas aborder ces sujets... Tu me disais que tu avais un souci physique aussi ? Oui, un souci physique, parce que très bien, j'aurais pu avoir cet hiver un incident de santé qui fait que je ne serai plus là. Donc, toute l'acquisition des choses que j'ai faites dans ma carrière et les recherches que j'ai continuées après, je veux les transmettre. Moi, je n'ai pas d'autre ambition que de dire, voilà, on a fait des choses extraordinaires dans ce pays, au niveau de l'étude de ces phénomènes. C'est pas un sujet tabou. Il faut l'étudier en toute ouverture d'esprit et ne pas considérer que la science est toujours capable de tout savoir au même moment. Non, la science, c'est quelque chose d'ouvert et permanent. On va terminer l'émission avec le réalisateur. 2 minutes, il va nous donner 2-3 anecdotes sur le tournage du film, justement, Valençol 1965. Merci beaucoup, Eric, d'être venu jusqu'à nous. Félicitations pour les belles images d'avion que tu fais pour les armées, et notamment avec Tom Cruise. Tu as fait quelle image en Mission Impossible ? J'ai fait des images du DC-3, j'ai fait des images avec les Osprey. Voilà, on a tourné... C'est quoi le DC-3 ? Le DC-3, il y a une image avec un DC-3 qui a des turbines dans le Grand Nord, au Svalbard. En fait, on a fait pas mal d'images là-bas. Un DC-3, c'est un avion ? Ah oui, c'est un vieil C'est un avion. avion de la Seconde Guerre mondiale, Ah et qui avait des anciens moteurs. Et là, ils ont mis des moteurs avec des turbines. Et voilà, enfin, toutes les images au Svalbard. Ça, c'est toi qui l'as fait, par exemple. Je Voilà. mettrai une photo de cette image-là. Merci beaucoup, en tout cas. Ça y est, on a fait rentrer Dominique Villeul, donc, qui a réalisé le film Valençol 1965. Je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure de l'émission, mais on va essayer de terminer correctement. Pourquoi tu as voulu réaliser ce film ? C'est ton premier film non documentaire. C'est ça. En fait, j'ai entendu parler de l'histoire de Valençol quand j'ai fait mon documentaire pour Canal+, qui s'appelait OVNI, une affaire d'État.
On s'est rendu avec l'équipe sur place. Et là, j'ai vraiment été touché par les gens que j'ai rencontrés quand ils m'ont raconté l'histoire de Maurice Mas, que ce soit des gens qui l'ont connu, des gens qui ont habité le village, des gens qui ont été touchés vraiment de près par cette histoire. J'ai ressenti en fait déjà, dans un premier temps, beaucoup d'émotions. Et ça m'a marqué parce que quand on est dans une telle émotion, en fait, on peut pas mentir sur l'impact que ça a eu. Et ça m'a touché. Et ensuite, dans un second temps, Valensole, c'est un village magnifique. C'est le plus grand plateau de lavande d'Europe. Et c'est un cadre absolument magique. Et il y avait un peu tous les ingrédients, en fait, pour faire un film que moi, j'avais envie de voir, de partager avec le public. Et en général, les films tirés d'histoires vraies, souvent, c'est des histoires de meurtres, de crimes, des choses assez horribles. Et là, on avait une belle histoire. Donc c'est vraiment ce qui m'a plu dans l'histoire de Valensole. C'est risqué de faire un film sur les extraterrestres parce qu'il faut les réussir visuellement. Tout à fait, ouais. Je le laisserai le public. C'est une grosse juger. partie du budget du film. Pas forcément, non, mais oui, on a pris soin d'avoir des bons effets spéciaux. On a travaillé avec des prothésistes. On a travaillé aussi en 3D. Il y a un mélange de réel et de. Ouais. et Pour de CGI. faire un film comme ça, on t'a donné accès aux archives. T'as pu demander à la gendarmerie un maximum d'informations. Ouais. Alors, on a fait vraiment un vrai travail de recherche que j'avais commencé déjà avec le documentaire. Il faut savoir que les archives de la gendarmerie, elles sont accessibles au public sur le site du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dont, justement, Jean-Jacques était le Exactement. directeur. Exactement. Donc, si vous allez sur le site du GEPAN, vous tapez Valensole 1965, vous allez trouver ces PV très facilement. On a fait aussi tout un travail de recherche. On a retrouvé tous les médias de l'époque, que ce soit les journaux, ou le seul reportage télévisuel qui existe, qui est le reportage de l'ERTF qui a été filmé à l'époque 2 jours après les faits. Voilà, donc entre les archives, les témoignages, le fait de s'être déplacé sur place, voilà, on a fait tout ce travail d'enquête pour essayer de faire un film au plus proche de ce qui s'est passé à Valensole. Vous avez tourné dans le vrai champ ou pas? On n'a pas tourné dans le vrai champ parce que, alors, il faut savoir que l'été à Valensole, au moment où on a tourné, il y a énormément de touristes. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, on peut même avoir des accidents de voiture. C'est comme Lourdes. Tout le monde s'arrête au bord des champs de lavande pour prendre des photos. Donc nous, une de nos problématiques, c'était de trouver un champ de lavande Il n'y avait pas de... loin de tout ça, où il n'y avait pas de touristes. Donc on a tourné très très proche de Valensole, dans un lieu dit vraiment juste à côté, mais pas à l'endroit où ça s'est passé, qui d'ailleurs aujourd'hui est recouvert. Enfin, l'endroit exact, il y a une route maintenant qui passe à cet endroit-là. Je me suis fait photographier à cet endroit. Alors qu'on allait, pour terminer l'émission, juste parler d'un petit cas important, mais qui est très ancien, qui s'est passé du 5 au 10 novembre 1975. La personne s'appelle Travis Walton. C'est un bûcheron de l'Arizona qui va disparaître. Et quand on va le retrouver, il va dire avoir été enlevé par des extraterrestres. Et il se trouve que, par hasard, tu l'as rencontré aussi. Je l'ai rencontré justement en 2019 pour le documentaire OVNI, une affaire d'État. On était à Irvine, en Californie, où il y avait un congrès très important du MUFON. C'est la plus grosse association d'ufologie américaine. Et il s'avère que donc Travis Walton était là. C'était pas du tout prévu qu'on le rencontre. On a fait une interview, mais elle n'est pas dans le film finalement parce que c'est le sujet des abductions, c'est-à-dire des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Et pour moi, on sortait quand même du sujet des ovnis, qui est déjà très large, très compliqué à expliquer. Voilà. C'était un choix. Ça te semblait réel? Un choix de montage. En l'occurrence, pareil, en étant proche de lui, j'ai senti, en regardant ses yeux, quelque chose de particulier, quoi. Il a l'air quand même d'avoir été touché par ce qu'il a vécu. Il m'a donné aussi des anecdotes, parce qu'il y a un film qui a été fait sur son histoire qui s'appelle Fire in the Sky. Et ce film, en fait, pour lui, travestit un peu la réalité de ce qu'il a vécu. Parce qu'ils sont partis en mode film d'horreur, etc. Et lui, c'est pas véritablement ce qu'il a vécu. Au contraire, c'est une expérience plutôt positive. C'est-à-dire qu'il pense en fait avoir été blessé par cet engin, où il se trouvait juste en dessous, l'engin était au-dessus. C'est ce qu'il raconte. Et en fait, il explique ensuite qu'ils l'ont abducté, ils l'ont enlevé, mais pour le soigner. Et ils l'ont retrouvé plusieurs jours après, je crois, avec la barbe de plusieurs jours, complètement perdu, ébouriffé. Hagard, exactement. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Travis Walton. Toi, tu as fait un documentaire, tu as fait un film aussi. Oui. Est-ce que tu crois aux ovnis? Alors, j'aime bien cette question parce que aux ovnis objets volants, voilà. Non, mais objets volants non identifiés, c'est un fait, ça existe. Les extraterrestres, je vois pas pourquoi on serait les seuls dans l'univers. Il y a des milliards... Non, mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont venus sur Terre? Ton opinion à toi, parce que tu es un spécialiste du sujet. On va dire que quand on regarde les faits, quand on s'intéresse de près au phénomène,
il semblerait qu'il y ait une technologie qui soit plus avancée que ce que nous, on a. Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des extraterrestres ? Il y a plein d'autres théories. Il y a des histoires d'humains du futur, de dimensions parallèles. Il n'y a pas uniquement la théorie extraterrestre. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Jacques, mais je trouve que toutes les théories, en tout cas, sont intéressantes. Mais elles ne sont pas réfutables. Donc, mais elles ne sont pas réfutables. voilà. Non plus. Oui, non, simplement, c'est que j'ai pas vu le film de Dominique. Il y a Rencontre du troisième type, d'accord, de Spielberg. Il y a Burton qui nous a fait un Mars Attack fabuleux. J'espère qu'il sera parmi les 3. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite, pour finir ? Que cette émission vive, que le public qui va la regarder voit que les gens qui ont été présents dans cette émission ont apporté des témoignages, ont apporté leur vécu et leur apportent en fait une réponse peut-être qu'ils n'avaient pas quand ils consultent soit les réseaux sociaux, soit une certaine presse, soit n'importe quoi. Je pense que dans cette émission, il y a eu des gens qui ont apporté des éléments qui leur permettront de faire leur propre réflexion. Essayer de faire une émission un peu sérieuse avec des gens câblés et pas, voilà, on sait ce qu'on s'est dit au début, pas une émission du Luberlu. On essaie de faire une émission crédible, en tout cas pour ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas aussi. C'est d'avoir des informations plus factuelles, comme tu disais, t'es sur les faits et pas sur la croyance, toi. Absolument. Merci Dominique d'être venu. Merci donc, Valence Sol 1965, si vous voulez voir le film, je mettrai le lien dans la description sur YouTube et en podcast audio. Je suis désolé vraiment pour ma voix aujourd'hui. On aurait dû décaler l'émission en réalité avec ma voix, mais comme tu venais de Toulouse, là où il y a tous les centres spatiaux d'ailleurs, on voulait pas te faire venir pour rien et annuler, c'était un peu trop tard. Donc voilà, merci Dominique. Merci. Et merci Jean-Jacques d'être venu jusqu'à nous. Merci à tout le monde, à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Petite émission en chuchotant, c'est une première pour moi. Je vous embrasse fort. De toute façon, on se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois. Donc merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à arriver. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous regardez sur YouTube. C'est rapide et ça nous aide vraiment beaucoup à commenter l'émission, à liker l'émission et puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et si vous nous écoutez en courant, vous pouvez nous écouter en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. J'ai plus du tout de voix. On dirait la fin d'un concert. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.